L'horloge de toute chose permet à Subé d'améliorer même l'équipement de niveau Camelot en équipement légendaire. Il l'avait obtenu comme récompense de niveau suprême après avoir terminé le 990e étage du jeu vidéo Tower of God. Mais juste après cela, il est mort pour se réveiller dans un autre monde. À son grand étonnement, il s'est avéré que c'était le monde même de Tower of God. Classe de combat, classe de vie, cristaux de transfert de travail, tout était réel ici. Subé commence à se demander s'il a transmigré dans un monde parallèle où la tour de Dieu existe réellement. Ici, cependant, la tour n'a été dégagée que jusqu'au 90e étage. Subé estime que c'est exactement le genre d'opportunité qu'il souhaitait. S'il est celui qui a franchi l'étage 999 dans le jeu, alors ici, il serait inarrêtable. Il se dit que ce doit être le début de sa vie au sommet. Avant qu'il ne se laisse emporter, le professeur crie à tout le monde de s'asseoir tranquillement afin qu'ils puissent recevoir leurs cristaux de téléportation. Une fois distribués, le professeur leur dit de briser le cristal pour commencer leur transfert et leur souhaite bonne chance et bon voyage. Les enfants sont surexcités, et même Subé admet qu'il est assez excité. Il écrase le cristal immédiatement. Une notification l'accueille, lui souhaitant la bienvenue dans la tour de Dieu. Il est dit que les informations personnelles ont été liées, les données sont en cours de traitement et il doit attendre. Ensuite, un autre message indique que le téléchargement a échoué, qu'un compte préenregistré a été détecté et qu'il tente de se connecter. Subé sent son pouce accélérer. S'il peut se connecter à son ancien compte, alors il sera invincible. Mais bientôt, un autre message arrive. Les informations du compte ne correspondent pas, la connexion a échoué et le système tente d'effacer les données. Subé devient furieux. La pensée de la suppression de son ancien fichier de sauvegarde l'irrite plus que tout. Et bien sûr, en un instant, tous ses progrès sont effacés. Après la réinitialisation, il est de nouveau accueilli dans la tour de Dieu. Il reconnaît immédiatement la ville des débutants, l'endroit où tous les nouveaux joueurs se rassemblent pour acheter de l'équipement et des fournitures avant d'entrer dans la tour. En regardant autour de lui, il reçoit un autre message du système. Parce qu'il avait franchi les 990 dans la tour de Dieu originale, il reçoit l'artefact suprême, l'horloge de toute chose. Il marmonne avec confusion, se demandant ce que cela est censé être exactement. Dans la tour de Dieu, il se souvient que les objets et l'équipement sont classés par couleur. Blanc pour brut, gris pour commun, vert pour rare, bleu pour parfait, violet pour épique et orange pour légendaire. L'horloge de toute chose, cependant, est à un niveau complètement différent. Sa qualité est marquée comme artefact suprême, une récompense de niveau paradisiaque qui n'a aucune exigence de niveau. Cet effet est une amélioration simple mais terrifiante. La description dit que c'est une horloge qui peut améliorer avec succès n'importe quoi avec un taux de réussite de 100%, bien qu'elle ait un très petit prix. Le caractère vague de l'effet le met mal à l'aise. Mais comme il n'est qu'un débutant et n'a pas grand-chose à améliorer de toute façon, il décide de faire un tour en ville d'abord. Il se demande même si la dame de la taverne ici se souviendrait encore de lui. Une autre annonce secoue l'atmosphère. Puisque Yen Nation a été le premier à dégager la zone des débutants, tous les joueurs de Yen Nation reçoivent une bénédiction. Stat augmentée de 10%. La foule éclate d'excitation, acclamant le dieu de l'épée l'un qui l'avait dégagé en premier. Subé vérifie ses propres stats et pense à voix haute que puisque la tour de Dieu est maintenant réelle, ils ne peuvent plus la traiter comme un simple jeu. Si quelqu'un meurt ici, il meurt vraiment. Pourtant, il note, un bonus de stats de 10% au stade de débutant est incroyablement utile pour les transferts de travail. Puis il se souvient de son artefact suprême. Si cela fonctionne vraiment, même l'équipement de niveau Camelot peut être amélioré directement en légendaire. Il le teste sur son équipement de noob. À son grand étonnement, cela réussit. L'horloge de toute chose améliore vraiment les objets à un taux de réussite de 100%. Il regarde l'équipement légendaire nouvellement transformé, choqué. Alors qu'il commence à se sentir ravi, une autre notification le rabaisse. Le système lui dit que l'action a échoué en raison d'un manque de pièces. Subé réalise soudainement la dure vérité. Il est complètement fauché. Avec un lourd soupir, il admet que la première étape dans ce monde n'est pas de conquérir la tour. Il s'agit de gagner de l'argent. Après tout, dans la tour de Dieu, l'argent résout tout. À la tour de Dieu, des milliers de débutants se sont rassemblés. La première annonce les a frappés comme un marteau. Leur protection de débutants ne durerait que 7 jours. 7 jours. Si vous ne parvenez pas à changer de classe pendant cette période, vous êtes expulsé de la tour. C'est pourquoi la priorité absolue de chaque nouveau venu était simple, monter de niveau rapidement et obtenir un cristal de changement de classe. Certains étaient même prêts à en acheter un à d'autres à des prix ridicules. Les cristaux étaient si précieux. Malgré cela, d'innombrables débutants étaient éliminés chaque année. À l'intérieur de la taverne, Subé se pencha plus près du comptoir. Il a dit à la dame de la taverne qu'il avait quelques recettes de cocktails et voulait savoir si elle était intéressée. L'un d'eux, expliqua-t-il, s'appelait le vin de sang de bête rare, une boisson si addictive qu'elle ferait revenir les clients encore et encore. La dame de la taverne lui lança un regard noir. Elle l'a averti qu'il ferait mieux de ne pas plaisanter. Subé proposa calmement de vendre la recette pour 5 pièces d'or. Il a promis qu'il n'y avait pas de piège. Après un moment d'hésitation,
elle accepta. 5 pièces d'or, ce n'était rien si la recette était réelle. Pourtant, elle l'a averti que s'il mentait, il ne survivrait pas aux conséquences. Tsubé n'était pas inquiet. Il savait que la recette était authentique. Ce n'était que le niveau 1 de base, et il avait connaissance de recettes bien meilleures cachées dans son esprit. 5 minutes plus tard, des halètements remplissaient la taverne. Le vin scintillait dans le verre comme un cristal rougeoyant. Tout le monde regardait avec de grands yeux, puis la foule s'est déchaînée. Les gens se poussaient et se bousculaient, se battant pour prendre une gorgée, exactement la réaction que Tsubé avait prévue. La tavernière l'a essayé elle-même. Ses yeux se sont illuminés. Elle a immédiatement demandé combien de recettes il avait, disant qu'elle les voulait toutes. Tsubé gloussa. Il lui a dit qu'il avait 5 recettes au total, et comme il se connaissait maintenant, il lui ferait une réduction. 20 pièces d'or pour toutes. La tavernière sourit. Elle lui dit qu'il était un homme intéressant et qu'elle commençait à l'apprécier. 20 pièces d'or en une seule transaction. Considérant qu'une pièce d'or valait 100 pièces d'argent et que 100 valait 10 000 pièces de cuivre, c'était une petite fortune, plus qu'il n'en fallait pour améliorer à nouveau l'horloge de toutes choses. Et l'accord ne s'est pas arrêté là. La tavernière lui a même offert un poignard de qualité supérieure en bonus. Tsubé l'empocha, satisfait. Puis, sans s'attarder, il décida qu'il était temps de passer à autre chose. La tavernière dit à Tsubé que s'il trouve d'autres recettes de vin rares à l'avenir, elle serait intéressée à les acheter aussi. Tsubé répond qu'elle peut compter sur lui pour le bien de leur vieille amitié. La tavernière rit et le traite de gamin à la langue bien pendue. Sans perdre plus de temps, Tsubé décide d'améliorer son arme. Le processus engloutit beaucoup d'argent, mais l'augmentation des stats en vaut largement la peine. Tant qu'il réussit à changer de classe pendant la période de protection, dépenser de l'argent tôt est le choix le plus intelligent. Perdre du temps sur un développement n'en est pas une option. Il verse son argent dans des améliorations et est récompensé par des résultats incroyables. Avec des stats comme celle-ci, terminer le premier étage de la tour de Dieu sera aussi facile que de trancher une pastèque. À la périphérie de la zone des débutants, le chaos éclate déjà. Les joueurs se battent pour des lapins sauvages. Tsubé fronce les sourcils. Il se demande pourquoi il se masse autour d'une créature comme celle-là. Pour lui, le lapin a l'air trop mignon pour penser à le tuer. De plus, les lapins sauvages ne donnent presque pas de points d'expérience, sans parler du fait qu'ils ne laissent même pas tomber de pièces de cuivre. Mais lorsque les autres joueurs le remarquent s'approcher, ils commencent à lui crier dessus. Ils lui disent de ne pas aller dans cette zone non gardée car c'est dangereux. Tsubé ne comprend pas ce qu'ils veulent dire par zone non gardée. Et puis, sans avertissement, un serpent jaillit. Un serpent du vent l'attaque en un instant. L'un des joueurs panique et crie à Tsubé de faire attention et de revenir rapidement. Il crie que c'est un serpent du vent, l'un des monstres les plus dangereux pour les débutants. Tsubé se contente de sourire. Il murmure qu'un minuscule serpent comme celui-ci ne suffit même pas à se coincer entre ses dents. D'un seul coup rapide, il le tue instantanément. La foule se fige, choquée. Il murmure, incrédule, demandant comment il a pu tuer un serpent du vent de niveau 1 aussi facilement. Tsubé balaie cela d'un revers de la main et dit qu'il n'y avait rien de difficile à cela. Il n'a fallu qu'un mouvement de sa main. Pourtant, les autres joueurs continuent de l'avertir. Il lui rappelle que si un serpent du vent réussit un coup critique, il peut tuer un débutant instantanément. Avec leur équipement faible et leurs statistiques basses, aucun d'eux ne pourrait y survivre. Mourir une fois dans ce monde signifie disparaître pour toujours. Tsubé leur lance juste quelques pièces de cuivre et les remercie pour l'avertissement. Il leur dit de prendre soin d'eux aussi. Les joueurs lui souhaitent bonne chance alors qu'il s'éloigne. Bien qu'une fois qu'il est parti, leur ton change. Ils chuchotent entre eux à quel point il est imprudent. L'un d'eux se plaint qu'il a même essayé d'aider Tsubé mais qu'il a été éconduit froidement. Il murmure que Tsubé sera probablement mort dans 5 minutes de toute façon. Pendant ce temps, Tsubé s'aventure plus loin en dehors de la zone de sécurité. Il note avec satisfaction qu'il y a beaucoup moins de joueurs ici. C'est exactement ce qu'il voulait. Un autre serpent du vent apparaît. Mais tout comme avant, Tsubé le tranche en un instant. C'était vraiment comme le jeu Tower of God. Mais monter de niveau grâce au lapin et au serpent du vent semblait terriblement lent. Tsubé réalise que s'il veut de réels progrès, il devra tuer plus de monstres et traverser le premier étage le plus rapidement possible. Plus de serpents du vent sortent soudainement de l'herbe, mais il les abat les uns après les autres. Au lieu de se sentir fatigué, il se sent excité, presque joueur. Chasser des monstres comme ça était certainement plus rapide, mais le taux de drop était toujours frustrant. Puis une annonce secoue toute la tour. La saison 10 de Tower of God a officiellement commencé. Tous les nouveaux joueurs recevront la bénédiction de la tour. Les records de tués dans la zone des débutants ont été réinitialisés. Des récompenses luxueuses attendent les premiers tueurs. Nouveaux joueurs, donnez-vous à fond et surpassez les pionniers. Les mots font que Tsubé s'arrête, saison 10. Donc cela signifiait que la course avait officiellement commencé. Si c'était le cas, il n'avait pas l'intention de laisser quelqu'un d'autre remporter les premières récompenses de tuer, pas alors qu'il détenait l'objet divin, l'horloge de toute chose. Autour de lui, les inconnus dans la zone des débutants chuchotent entre eux. Ils se demandent à voix haute qui obtiendra le premier tué cette année. Aucun d'eux n'ose rêver trop grand, cependant.
Il croit déjà que ce sera pour l'une des 3 grandes familles de la région de l'Est. Ces gens sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Certains ont même mentionné avoir vu la fille aînée de la famille Lin plus tôt. Elle portait un ensemble légendaire complet, d'une valeur de dizaines de milliers, peut-être même de millions. Un ensemble complet pourrait coûter des dizaines de millions. Et en plus de cela, elle avait des gardes du corps de haut niveau pour la protéger. Comparé à des gens comme ça, les débutants ordinaires n'avaient aucune chance. Alors ils ont abandonné l'idée et sont retournés chasser les lapins. Pendant ce temps, Tsubé continue de faucher les serpents du vent les uns après les autres. Puis, digne. Une notification le félicite. Il a atteint le niveau 2. En tant que 823e joueur de la région de l'Est à passer au niveau supérieur, il a reçu un coffre en fer noir ainsi que 2 points de statistiques gratuits. Tsubé hoche la tête avec satisfaction. Pas mal. Mais ensuite, une autre fonctionnalité du système se déverrouille, le système de classement. Il le vérifie et est stupéfait. Tant de joueurs avaient déjà atteint le niveau 2. Les meilleurs étaient même sur le point d'atteindre le niveau 3. Il réalise rapidement pourquoi il est en retard. Il avait passé trop de temps plus tôt à étudier l'horloge de toutes choses après être entré dans la tour. Ce petit retard lui avait coûté une place dans le classement. Pourtant, il n'est pas inquiet. Il se dit que les autres n'ont qu'une avance temporaire. Bientôt, il sera celui qui se tiendra au sommet. Avec cette pensée, il se concentre sur le coffre en fer noir qu'il vient de recevoir. Il se demande quel type de récompense l'attend à l'intérieur. Tsubé a ouvert le coffre en fer noir. À l'intérieur, il n'a trouvé qu'une armure de tissu basique et 30 pièces de cuivre. Le système lui a ensuite dit de sélectionner l'équipement qu'il voulait améliorer. Maintenant, il avait une arme et une armure. Il y a réfléchi. Le boss de débutant ne frapperait pas si fort de toute façon, donc la défense n'avait pas beaucoup d'importance. Ce qui importait, c'étaient les dégâts. Il a choisi d'améliorer la dague. Le système a demandé combien de fois. Le maximum était de 8. Chaque amélioration coûterait 50 pièces de cuivre. Sans hésitation, Tsubé a décidé de pousser directement au maximum. 8 améliorations en une seule fois, plus de 9 pièces d'argent parties d'un coup, mais il pouvait se le permettre. Les statistiques se sont actualisées. Seule la première amélioration a amélioré les attributs de base, tandis que le reste a simplement empilé plus de puissance d'attaque. Malgré tout, son attaque totale était maintenant proche de 100 points. Elle était toujours étiquetée comme excellente, mais les chiffres étaient déjà comparables aux armes rares. Tsubé savait alors que cette montre mystérieuse était vraiment un trésor légendaire. Avec cet outil en main, il était temps de monter au premier étage de la tour de Dieu. Le boss de débutant, cependant, n'apparaissait que 10 fois le premier jour. Quiconque le tuait gagnait le droit d'entrer dans la tour. Même les équipes ne pouvaient obtenir qu'un nombre limité de places, et le premier tueur garantissait presque l'entrée. Tsubé se dépêcha vers l'emplacement du boss. Mais quand il arriva, il entendit le choc de l'acier et les rugissements des gobelins. Quelqu'un était déjà là. Il n'arrivait pas à y croire. Le premier meurtre était censé être le sien. Sur le terrain, un groupe combattait des gobelins. Leur équipement brillait d'un éclat excellent. Au centre se trouvait une jeune femme en équipement rare complet, Lin Yuchan, la demoiselle de la famille Lin. Comparée à elle, la dague de Tsubé sembla soudainement sans valeur. Lin Yuchan a appelé sa deuxième faction à se regrouper. Elle a dit au troisième d'avancer et a ordonné à ses hommes de distribuer rapidement des potions. Ils ont suivi sans hésitation. L'un de ses aides lui a dit qu'ils atteindraient bientôt le premier étage à ce rythme. Mais Yuchan lui a rappelé de ne pas sous-estimer les familles Liebo, car plusieurs routes pouvaient mener au plan. Puis son regard se posa sur Tsubé. Ses hommes l'ont également remarqué. Ils ont demandé qui il était. Tsubé a expliqué qu'il était seul, qu'il ne faisait partie d'aucune équipe et qu'ils pouvaient continuer leur combat pendant qu'il passait. Les membres de la famille Lin ont échangé des regards dubitatifs pour leur bataillon, entièrement équipé. Il avait fallu une demi-heure juste pour dégager la forêt. Pourtant, ce jeune homme était arrivé seul. Ça ne collait pas. Son aide a averti Yuchan que Tsubé essayait d'utiliser leur combat comme couverture pour se faufiler et voler le boss. Yuchan a immédiatement donné de nouveaux ordres. Elle a dit à son troisième bataillon de réduire l'utilisation de potions et leur a demandé de se coordonner avec le quatrième pour arrêter Tsubé avec tout ce qu'ils avaient. Elle n'était pas sur le point de laisser quiconque prendre son premier meurtre. Les soldats se sont tournés vers Tsubé, prêts à lui barrer la route. Tsubé soupira seulement. Pour lui, il n'était qu'une nuisance. Tsubé fronce les sourcils et leur dit qu'ils combattent déjà leur propre monstre, alors pourquoi s'embêter à l'entraîner dans tout ça? L'assistant de la famille Lin se contente de ricaner. À ses yeux, Tsubé n'est qu'une recrue de niveau 2. Il ne comprend pas pourquoi ce gamin ose résister. L'homme ordonne aux soldats de se débarrasser rapidement de Tsubé. Il insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas laisser la jeune demoiselle perdre sa chance de faire le premier kill. Les troupes se précipitent sans hésitation. Tsubé ne se sent même pas menacé. Au lieu de ça, il décide de jouer avec eux un moment. Des flèches sifflent vers lui. D'un coup de poignard, il les dévie toutes. Le mouvement est si facile que même Lin Yuchan elle-même a l'air stupéfaite. D'autres combattants se jettent sur lui, lames étincelantes, mais ils ne parviennent pas à porter un seul coup. Tsubé se faufile à travers leur formation, esquivant avec aisance, et les élimine un après l'autre.
L'assistant se fige, incrédule. Pour lui, c'est impossible. Une recrue de niveau 2 ne devrait pas être capable d'éliminer des combattants entraînés en un instant. Les hommes hésitent, puis ils se retirent. Tsubé les avertit que, bien qu'ils soient plus forts que la recrue moyenne, ils sont encore loin de pouvoir le faire tomber. Il bouge à nouveau, frappant avec précision. Les coups critiques atterrissent l'un après l'autre, faisant tomber les soldats avant qu'ils ne puissent réagir. L'assistant lâche sous le choc que ce sont des coups critiques. Il ne peut pas comprendre ce qu'il voit, mais il crie rapidement à tout le monde de reculer. Même en se retirant, il serre les dents et avertit Tsubé de ne pas être trop arrogant. Il demande si Tsubé sait même qui il a mis en colère. Tsubé le congédie froidement. Il dit à l'homme qu'il se fiche de qui ils sont. Quiconque se met en travers de son chemin ne s'en tirera pas indemne. La menace frappe fort. Le visage de l'assistant se tord de rage. Avant qu'il ne puisse rétorquer, Lin Yuchang intervient soudainement. Elle dit à son assistant, Zhang Fei, de se taire. Puis elle regarde Tsubé et suggère calmement qu'il devrait peut-être conclure un accord. Tout le monde est stupéfait lorsque Lin Yuchang suggère de conclure un accord. Tsubé plisse les yeux, curieux des détails. Yuchang l'étudie attentivement. Il est arrivé seul, mais de la façon dont il s'est battu plus tôt, il n'est clairement pas un joueur ordinaire. Elle lui dit qu'il ne peut y avoir de compréhension sans combat et lui demande de donner son prix. Son assistant, Zhang Fei, a l'air mal à l'aise, mais Yuchang le fait taire. Retarder leur progression dans la tour des dieux aurait de réelles conséquences, et elle sait très bien que Zhang ne serait jamais en mesure d'assumer cette responsabilité. Tsubé finit par parler. Il leur dit que l'affaire est réglée. Il garantit qu'il n'attaquera plus. En retour, ils doivent payer des frais de protection basés sur l'effectif, une pièce d'argent par personne. Pour lui, c'est un prix juste. Zhang explose de colère en demandant si Tsubé rêve. Mais Tsubé répond seulement froidement que c'est le prix pour garder leur vie et demande si quelqu'un a des objections. Une fois de plus, Yuchang coupe Zhang. Elle accepte la demande de Tsubé, mais lui offre plutôt 3 pièces d'or, disant qu'il peut considérer le reste comme un gage d'amitié. Elle lui demande également de l'ajouter comme ami. Tsubé lui dit alors que pour l'ajouter comme ami, une pièce d'or supplémentaire est nécessaire. Au grand étonnement de tous, Yuchang accepte. Ceux qui sont derrière elle n'aiment clairement pas cet arrangement, mais aucun n'ose s'opposer à sa décision. Zhang marmonne que cet étranger exploite ouvertement la situation. L'ignorant, Yuchang propose autre chose. Elle suggère que Tsubé se joigne à eux pour chasser ensemble le boss de la zone débutant afin qu'ils puissent réclamer la première récompense de kill. Tsubé pense que le premier boss dans la zone débutant de l'Est doit être très important pour elle. Il accepte mais ajoute une condition. Il dirigera le groupe. Cela pousse Zhang à bout. Il rétorque que Tsubé doit rêver. Les élites de la famille Lin entraînées depuis l'enfance n'ont aucune raison de suivre une simple recrue de niveau 2. Tsubé reste ferme. S'ils veulent tuer le boss, ils doivent suivre ses ordres. Sinon, il n'a rien de plus à dire. Il ne laissera personne le ralentir. Yuchang surprend tout le monde en acceptant sa demande. Zhang, cependant, proteste à nouveau. Il lui rappelle que Tsubé est un étranger et pas quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, mais Yuchang rejette son objection. Elle dit à Tsubé que bien qu'il puisse se déplacer librement, le leadership est quelque chose qu'elle ne peut pas céder. Tsubé ne discute pas. Il dit simplement que si c'est le cas, alors il n'est pas nécessaire de gaspiller plus de mots. Il se tourne pour partir. Yuchang l'appelle, lui demandant s'il ne veut pas reconsidérer. Elle lui offre 100 pièces d'or. Tsubé répond seulement que la première récompense de kill vaut bien plus que 100 pièces d'or, et il ne les laissera pas lui faire perdre son temps. Zhang ricane en regardant son dos qui s'éloigne, disant que cet homme pense pouvoir battre le record du monde du premier kill. Pour Zhang, ce n'est rien d'autre qu'un rêve de fou. Yuchang en doute secrètement. Un joueur solo? Même moi, je ne peux pas garantir le succès, encore moins lui. Pendant ce temps, Tsubé s'assoit près d'un rocher et vérifie calmement ses notifications. Maintenant qu'il est blindé de thunes, il décide d'améliorer son équipement immédiatement. Il dépense 1650 pièces d'argent pour sauter le temps d'attente. L'argent disparaît et son arme brille d'une nouvelle puissance. Ses stats grimpent, ses PV dépassent maintenant 3 cents. Avec ça, il se sent assez confiant pour affronter le boss de la zone débutant. De retour à la taverne, les gens papotent. Certains remarquent que les rookies de cette année semblent inhabituellement actifs et que le premier kill de la zone débutant sera probablement décidé bientôt. La serveuse de la taverne se demande à voix haute si la nation Yen peut conserver cet honneur, rappelant à tous que l'année dernière, leur guilde a détenu le premier record de kill jusqu'au 9e étage avant d'être dépassé par un super rookie de la nation Bacon, une profession de classe SSS. Avec un soupir, quelqu'un dit que la nation Yen n'a pas vu de rookie SSS depuis l'un, l'éternel épéiste. Si même un seul apparaissait cette année, ce serait un miracle. À la falaise, Tsubé descend rapidement. La pensée du premier kill brûle dans son esprit. Il ne peut pas se permettre de perdre. Mais devant, il remarque un groupe qui combat déjà des monstres. Pendant un instant, il pense être en retard, mais ses sens aiguisés captent quelque chose. La faible trace de poudre de dissimulation d'énergie est une astuce bon marché utile uniquement contre les monstres de niveau similaire. Contre les boss de haut niveau, ça ne vaut rien. Pourtant, c'est coûteux,
ça vaut des millions, et le voir ici lui dit que les ennemis sont bien financés. Des dizaines de combattants luttent contre des mobs tandis que leur chef observe de derrière. Tsubé est soulagé. Le boss n'a pas encore été provoqué. S'il l'avait été, il devrait attendre 1 heure pour la réapparition. Un des membres du groupe le remarque et demande s'ils doivent arrêter le nouveau venu. Leur chef, Wang Zixi, le fils légitime de la famille Wang, l'une des 3 grandes familles de la région de l'Est, lui fait signe de partir. Pour lui, Tsubé n'est qu'un loup solitaire. Liura, fille d'une autre grande famille, ricane que cet idiot ose convoiter ce qui ne lui appartient pas. Mais les ricanements s'estompent lorsque Tsubé ignore tout le monde et se dirige directement vers le boss. Le roi gobelin rugit en reprenant vie alors que Tsubé se rapproche, une notification clignotant dans sa vision. Boss de la zone débutant, roi gobelin. Les autres attendent le massacre, certains que le monstre va l'écraser. Wang Zushi sourit, disant qu'il n'y a pas besoin d'interférer, et Liura est d'accord, le renvoyant comme un déchet. Puis le combat commence. Le roi gobelin balance son énorme massue, mais Tsubé se faufile avec facilité. Son poignard clignote, infligeant un coup critique qui déchire plus de 100 PV en un seul coup. Le roi hurle de douleur, mais Tsubé le traite de simple chien aboyant et continue. Un autre coup critique lacère la poitrine du monstre. Encore 100 PV envolés en quelques secondes. La foule regarde avec incrédulité. Les points faibles du roi gobelin, la poitrine, le bas du dos et les yeux, sont exploités parfaitement. Il n'en croit pas ce qu'il voit. Un rookie de niveau 2 se tenant face au monstre le plus fort de la zone, parant ses coups et infligeant des contres dévastateurs. Même Liura est stupéfaite. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que cet étranger solitaire dure plus de quelques secondes, encore moins qu'il submerge le boss. La dame se tourne vers frère GC et demande ce qui ne va pas. Frère GC répond qu'il ne comprend pas comment Tsubé utilise le flash step puisque ces 3 attaques ont été des coups critiques, ce qui ne devrait même pas être possible. Le flash step est une technique de haut niveau que même les meilleurs joueurs parviennent rarement à utiliser, donc cette vision laisse tout le monde mal à l'aise. Il commence à débattre de ce qu'il faut faire ensuite, se demandant s'il devrait la battre tout de suite. Mais frère GC leur dit de ne pas se précipiter. Peu importe à quel point Tsubé a l'air fort, il n'y a aucun moyen qu'il puisse finir le boss en un seul coup. Il leur rappelle le proverbe de la menthe et de la cigale, disant qu'il devrait attendre que Tsubé soit presque à sa limite, puis frapper lorsque l'opportunité est parfaite. Pendant ce temps, Tsubé continue le combat avec le roi gobelin. Il se dit que vaincre cet adversaire ne sera pas plus difficile que de couper des légumes. Le monstre le frappe à nouveau, mais Tsubé répond par une autre frappe précise qui atterrit comme un coup critique. Il remarque moqueusement que crier n'aidera pas le roi gobelin, puis frappe ses reins. Le monstre hurle de douleur, mais cette fois, le rugissement sonne différemment. Tsubé réalise rapidement que le boss pourrait invoquer des renforts. Les autres spectateurs le remarquent bientôt aussi. Juste au moment où il pensait que le champ de bataille était presque dégagé, davantage de gobelins commencent à apparaître. La dame souligne que le boss a invoqué des gardes gobelins. Frère GC ordonne immédiatement à tout le monde de passer en formation d'assaut et de percer l'encerclement. Ses coéquipiers se rallient derrière lui, s'encourageant mutuellement à tout donner. La dame, frustrée, se demande à voix haute si ces gardes gobelins sans fin apparaissent à cause de Tsubé. Frère GC ignore sa plainte et donne un autre ordre, disant à tout le monde de lui ouvrir un chemin. Ses coéquipiers répondent avec détermination, disant qu'ils vont le faire passer et l'exhortant à prendre les devants. Un autre membre ajoute qu'ils vont le porter en avant, tous criant des encouragements à frère Wang pour qu'il aille de l'avant. Dans ses propres pensées, frère GC croit qu'il est encore temps. Avec la production de dégâts de Tsubé, il est impossible qu'il puisse épuiser instantanément la santé restante du boss. En utilisant un parchemin magique, frère GC est certain de pouvoir assurer la victoire et revendiquer le premier kill dans la zone et pour lui-même. Il jure de ne laisser personne d'autre voler cette gloire, mais Tsubé voit aussi à travers leur stratagème. Il comprend qu'il prévoit de frapper au dernier moment possible pour voler sa réussite. Il remarque qu'ils ont même apporté un parchemin magique de qualité moyenne, preuve qu'il s'agit bien d'un rival riche qui essaie de le surpasser. Pourtant, Tsubé ressent une vague de défis et se dit qu'il veut les voir essayer. À ce moment-là, frère GC déclare que Tsubé sera détruit avec le boss. Il active ensuite le parchemin de rafale de flammes de qualité moyenne, déclenchant une explosion massive sur le champ de bataille. Tout le monde autour commence à applaudir, croyant que leur chef a enfin réussi. Il loue frère GC comme étant génial et suppose que la victoire est la sienne. Mais le supposé gagnant lui-même devient mal à l'aise. Il commence à s'inquiéter lorsque le système reste silencieux. Alors, avec une crainte grandissante, il laisse échapper pourquoi le système n'a pas encore annoncé le résultat. À ce moment précis, la notification apparaît. Elle déclare que le boss de la ville débutante de la zone a été vaincu par le joueur Tsubé et encourage tous les autres à continuer à travailler dur. La nouvelle frappe toute la foule comme un coup de tonnerre. Leur excitation s'effondre en choc et en incrédulité. Beaucoup ne comprennent pas comment ce résultat est possible. Même frère GC lui-même murmure qu'il est insensé que Tsubé ait tué le boss d'un seul coup. Tsubé, debout au-dessus du roi gobelin déchu, explique froidement. Il leur dit qu'ils sont fous de ne pas savoir que les blessures mortelles peuvent accumuler des dégâts.
Il révèle qu'il a délibérément ciblé la faiblesse critique du roi gobelin et l'a achevé lorsqu'il ne lui restait que 5% de sa santé. Il ajoute qu'il aurait pu mettre fin au combat plus tôt lorsque le boss est tombé à 20%, mais il a attendu. Au lieu de cela, il a laissé les autres baver sur la victoire jusqu'à ce que Wang Jizi gaspille son parchemin de qualité moyenne, et alors seulement a-t-il porté le coup final. Avec un soupir, Tsubé remarque que ça doit faire mal de penser à la perte d'un objet aussi cher, d'une valeur de milliers de pièces d'or pour rien. Pour Tsubé, c'est plus qu'une simple victoire. Il attendait l'occasion de donner une leçon à ces riches brutes de joueurs. Ceux qui comptent sur le fait de jeter de l'argent pour écraser les joueurs gratuits, maintenant ce sont eux qui sont humiliés, ne leur restant plus qu'à attendre que le boss réapparaisse. Avec un sourire narquois, il leur dit au revoir et s'en va. L'annonce se répand rapidement dans la taverne où les joueurs sont déjà en effervescence en parlant de quelqu'un qui a vaincu le roi gobelin de la zone. La nouvelle les choque davantage lorsqu'ils réalisent que la première élimination n'est pas le fait de l'un des 3 grands clans. La spéculation monte immédiatement. Certains se demandent si la zone a une noble famille su cacher derrière ce mystérieux joueur. D'autres insistent sur le fait que celui qui a revendiqué la victoire doit être un concurrent sérieux, peut-être même quelqu'un d'un clan secret. Quelques-uns pensent que ça pourrait vraiment être Tsubé, mais un autre joueur écarte rapidement cette idée. Il fait valoir que Tsubé n'est qu'un orphelin et ne pourrait jamais surpasser les 3 grandes familles, suggérant qu'il doit s'agir d'une autre personne portant le même nom. Yushon, en voyant elle-même la notification, reste sans voix. Elle se déchaîne de frustration et ordonne à son équipe d'avancer à pleine vitesse vers le campement. Son ordre reçoit une réponse immédiate et unifiée d'approbation de la part de son peuple. Pendant ce temps, la colère de frère Wang brûle plus fort que jamais. Maintenant entièrement dirigée vers Tsubé, 21h16. La dame se tourne vers frère GC et lui demande ce qu'il devrait faire maintenant. Frère répond que tout le monde devrait se reposer et se regrouper, et dans 1 heure, ils farmeront le prochain boss. Mais avant que ces mots ne puissent se fixer, un portail s'ouvre devant eux, Yushon en sort, son expression brûlant de colère. Elle exige de savoir s'ils ont l'intention de prendre également le 2e boss, sans pourtant qu'elle ne leur a jamais donné la permission. Juste à ce moment-là, une notification apparaît devant Tsubé. Elle annonce qu'il est le premier joueur de la zone et à vaincre le roi gobelin, lui donnant accès au coffre d'argent de récompense de la Tour de Dieu. Une autre ligne suit immédiatement, déclarant qu'il fait également partie des 100 premiers joueurs au monde à débloquer le même coffre. 2 coffres d'argent brillants se matérialisent devant lui. Tsubé décide de les ouvrir avant de continuer, pensant qu'un équipement rare pourrait s'y trouver. Le premier coffre lui donne des bottes rares appelées un pas de plus avec 10 pièces d'argent. Le 2e coffre fournit une petite potion d'XP et 30 pièces d'argent supplémentaires. Il inspecte les bottes et note qu'elles lui donnent un précieux bonus de vitesse, bien que le niveau requis soit encore hors de sa portée actuelle. Alors qu'il organise les récompenses, une autre pensée le frappe. Puisqu'il a obtenu la première élimination de boss, le classement mondial de la tour de la saison 10 devrait maintenant être ouvert. Il le consulte et vérifie son classement. Son nom apparaît au 98e rang. C'est un classement étonnamment bas étant donné qu'il a quitté le village des débutants il y a moins de 2 heures et qu'il a déjà tué le roi gobelin. Il se rend compte que les meilleurs joueurs d'autres régions doivent avoir vaincu leur boss près d'1 heure plus tôt. Il est clair que les concurrents riches et puissants ne se limitent pas à la zone. Ils sont dispersés dans le monde entier. Déterminé à ne pas se laisser distancer, Tsubé consomme immédiatement la petite potion d'XP, gagnant un bonus temporaire de 10% à l'acquisition d'expérience. Il se ressaisit en pensant qu'il n'a pas de temps à perdre. 21h16. Avec le buff actif, il se prépare à farmer aussi vite que possible. Se retournant vers le portail qui s'est ouvert, il s'avance sans hésitation. Il est impatient de voir ce qu'il attend à l'intérieur, le premier donjon de la Tour des Dieux de la saison. Tsubé entre dans le premier étage de la Tour des Dieux et le reconnaît immédiatement comme le labyrinthe sombre. Les donjons de la zone débutante de la tour sont tristement célèbres pour leur variété, chacun étant entièrement différent en termes de thème, d'agencement et d'ennemis. Le labyrinthe sombre, bien qu'il ne soit qu'un étage d'entrée, est réputé être de difficulté moyenne à élevée. Pour la plupart des nouveaux joueurs, c'est un piège mortel. Mais Tsubé se souvient de cet endroit. Chaque chemin, chaque virage, chaque impasse cachée, il avait tout mémorisé de ses années dans le jeu. Le labyrinthe n'a pas changé. Les mêmes schémas s'appliquent toujours, et cela lui donne un avantage majeur. Avant qu'il ne puisse faire plus de quelques pas, cependant, une main pâle jaillit du sol. Une silhouette décharnée se hisse, la peau tendue sur les os, les yeux brillant faiblement. Une notification l'identifie comme une goule. Tsubé se souvient de leurs traits, rapides, agressifs et mortels en groupe. S'ils parviennent à l'encercler, il est foutu. Il réagit instantanément, activant le pas éclair pour réduire la distance en un éclair et enfonçant sa lame dans son crâne. Le coup critique fait tomber le monstre instantanément, mais une autre goule jaillit du sol juste derrière lui. Sans hésitation, Tsubé pivote, frappe à nouveau et porte un autre coup décisif. Celui-ci tombe également. La chaîne de tuerie combinée à l'XP du roi gobelin élève son niveau à 3. Encouragé, il s'enfonce plus profondément dans le labyrinthe. Bientôt, il atteint une bifurcation où 2 tablettes d'inscriptions brillantes l'attendent, une bleue, une rouge.
La tablette bleue signifie un chemin facile tandis que le rouge marque le chemin difficile. Sube n'hésite pas. Les chemins plus difficiles signifient de plus grandes récompenses, et il choisit le rouge. La tablette disparaît, et une porte massive se matérialise devant lui, vibrant d'une énergie inquiétante. Pendant ce temps, loin de là, dans le royaume de Yan, le quartier général de la guilde de la dynastie YO est en effervescence à cause des rapports. Dans la salle de conférence de la guilde, une femme fait son rapport. Les progrès du jeune maître Junkai sont bons jusqu'à présent. Assis en bout de table, le chef de guilde Zhuang écoute avec une expression calme mais sévère. Il lui rappelle qu'une avance précoce ne veut rien dire, que le titre de roi rookie n'appartient qu'à celui qui remporte le prix final. La femme sourit poliment, insistant sur le fait qu'avec les arrangements minutieux de Zhuang, la victoire du jeune maître Junkai est quasiment assurée cette saison. Mais ces mots enflamment la fureur du chef. Il lui hurle dessus, la traitant d'imbécile, l'avertissant que le roi rookie n'est pas un titre qui peut être hérité ou acheté. Chaque ancien roi a gravé son nom avec du sang et en survivant à des difficultés insurmontables. Un des assistants de la guilde incline la tête, approuvant la critique du chef. Zhuang expire lentement, sa colère se calmant. Il admet doucement qu'il espère seulement que son fils ne le décevra pas. De retour dans le labyrinthe, la situation de Sube devient plus difficile. Des ghouls continuent de ramper du sol, leurs cris résonnant dans l'obscurité. Ils essaient de l'encercler, se jetant de toutes les directions, mais Tsube reste vif, les abattant un par un avant que le piège ne puisse se refermer autour de lui. Jusqu'à présent, les coups critiques de Tsube l'ont bien aidé. En moins d'une demi-heure, son nombre de victimes s'est accumulé, et les taux d'expérience généreux de la tour continuent de le faire progresser. Après avoir finalement nettoyé une pièce pleine de ghouls, quelque chose d'inhabituel attire son attention, une tablette grise à moitié cachée contre le mur. Elle marque une chambre cachée. Choisir la voie difficile à payer, et c'est son bonus. Il décide d'entrer. Au moment où il entre, plus de ghouls surgissent du sol, bien plus qu'avant. Leurs cris résonnent dans la chambre alors qu'ils grouillent de tous les côtés. Il compte rapidement. Il doit y en avoir au moins 50. Sans hésitation, il se lance dans la bataille, les tailladant dans un flou. Le flash step devient son rythme, sa lame gravant des coups critiques alors que les corps s'effondrent les uns après les autres. Une demi-heure plus tard, la dernière ghoul tombe. Sube respire fort, mais la notification clignotante devant ses yeux en vaut la peine. Il est passé au niveau 4 et a gagné 2 points d'attribut gratuits. Avec la salle cachée nettoyée, il reçoit une évaluation de combat de rang S, un clear parfait. La tour lui accorde 1000 points d'expérience et une pile d'or. Sa croissance équilibrée des attributs le fait sourire. C'est exactement ce qu'il visait. Maintenant, il se sent prêt. Le moment est venu de défier le boss de l'étage. En consultant le classement mondial, il voit Zhu Junkai en première position, l'un Manxian en deuxième position, mais aucun des deux n'indique un clear de boss. Sube prend cela comme un défi. Si personne d'autre n'a revendiqué le premier clear, alors il le fera. Il ouvre la porte de la salle du boss. À l'intérieur, il y a des rangées de statues imposantes, toutes figées sur place, entourant une massive figure à tête de chèvre assise sur un trône au centre. Le boss de l'étage 1, le Minotaure, niveau 5, 55 000 points de vie, est tristement célèbre pour punir les aventuriers imprudents. Autour de lui, des ghouls commencent à se lever, se déplaçant pour intercepter. Sube ne perd pas de temps. Il utilise le flash step pour couper instantanément à travers la chair à canon, son attention étant uniquement concentrée sur le boss. Le Minotaure se lève lentement, silencieux et imposant, hache à la main. Comme dans le jeu, il dégage une aura oppressante. Sube lui lance son épée, testant ses défenses, mais le boss ne tombe pas dans le piège. Un rugissement tonitruant s'ensuit. Un vent violent souffle à travers la chambre, secouant le sol et faisant trembler les murs. Même les statues le long des côtés commencent à bouger, des dragons de pierre se libérant de leurs piédestaux pour rejoindre le combat. Au lieu de la peur, Sube sent son sang pomper. Le combat est enfin devenu digne. Le Minotaure balance sa hache dans un arc dévastateur. Sube saute en utilisant un gap step pour éviter le coup écrasant et porte un coup critique contre l'épaule de la bête. Le coup atterrit, mais la barre de santé massive du boss bouge à peine. Seulement un éclat disparaît, à peine 150 points envolés, et la vraie bataille ne fait que commencer. Le Minotaure se déchaîne, sa hache massive tailladant vers Sube. Il se déplace sur le côté avec Flash Gap, imperturbable, et retourne l'élan contre le boss et ses spires de pierre. La bête piétine le sol, déclenchant un cercle magique brillant. Des flammes jaillissent alors que le Minotaure active sa compétence signature, Full Charge, et se précipite en avant à une vitesse incroyable. Sube est pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle la compétence a été utilisée, mais il reprend instantanément son sang-froid. Il saute en l'air avec Flash Step, évitant la charge, et enfonce sa lame dans un coup vicieux. Le coup atterrit proprement, cette fois arrachant 1000 points entiers à la santé du Minotaure. Les statues entourant la chambre se rapprochent, sentant une ouverture pendant que Sube est enfermé contre le boss. Mais il les traverse dans un flou, transformant leur embuscade en expérience gratuite. Une nouvelle notification clignote, niveau supérieur, niveau 5,
plus 2 points d'attribut gagnés. Sans hésitation, il équipe une nouvelle paire de bottes, augmentant sa vitesse à des niveaux terrifiants. Maintenant, il est partout à la fois, se précipitant à travers l'arène plus vite que le boss ne peut réagir. Le Minotaure rugit et se balance, mais chaque attaque rate alors que Tsubé l'encercle, frappant de toutes les directions. Le monstre devient frénétique, incapable de le bloquer. Quand il apparaît soudainement derrière lui, le Minotaure essaie de contrer en entrant dans son état berserk, mais Tsubé l'avait anticipé. Avec son endurance brûlant trop vite, l'effet s'évanouit avant que le boss ne puisse porter un coup décisif. Tsubé saisit l'instant. Un coup de poignard profond déchire sa peau, infligeant de forts saignements, et sa barre de santé plonge. Le Minotaure est laissé chancelant, une cible facile. Tsubé insiste sans pitié, livrant un coup critique final qui arrache 3000 HP en un seul coup. L'imposante bête s'effondre sur le sol de pierre, son corps se dissolvant en particules de lumière. Le système de la tour s'enflamme avec un message de félicitations. Boss Minotaure vaincu. Tour des dieux, étage interminé. Sa récompense, un ticket d'entrée pour l'étage 2. Le système félicite Tsubé une fois de plus. Une notification l'annonce comme le premier joueur de la saison 10 à terrasser le boss de l'étage 1, lui accordant un coffre au trésor doré, un orbe d'expérience pour débutants et des pièces d'or. Pour lui, ce rythme est acceptable, ni trop lent, ni trop rapide. Autrefois, il aurait nettoyé un étage en une demi-heure juste pour avancer. Mais cette saison, il sait que les ressources et l'expérience valent plus que la vitesse brute. Ailleurs, une explosion massive secoue le champ de bataille de la dynastie Zhou. Junkai, armé de l'arme de qualité parfaite de son père, le canon d'annihilation aux 10 000 calamités, fait remarquer son pouvoir destructeur. L'arme est brutalement efficace, bien que coûteuse à utiliser. Confiant, il se prépare à continuer son bombardement jusqu'à ce qu'une notification soudaine le fige en pleine action. Le système déclare que le joueur Tsubé a battu le premier record de nettoyage, nettoyant officiellement l'étage 1 et assurant la première victoire du royaume de Yen dans la tour des dieux. Junkai est stupéfait, son incrédulité se transformant rapidement en rage. Pour lui, l'idée que quelqu'un ait réussi à nettoyer en moins d'une heure, 58 minutes et 59 secondes est absurde. Il insiste sur le fait qu'il doit s'agir de triche. La nouvelle se répand rapidement dans les classements mondiaux. Le nom de Tsubé apparaît en tête, non seulement pour la tour, mais aussi pour les classements de la zone débutant. Les joueurs du monde entier sont ébranlés. Beaucoup se demandent si un tel temps est même humainement possible, tandis que d'autres s'émerveillent de l'apparition d'un nouveau venu aussi fort. Des comparaisons sont immédiatement faites avec Li Zhongshan, le dernier terrifiant prodige que le royaume de Yan avait produit il y a longtemps. L'excitation se répand. Le titre de roi recru de cette année pourrait appartenir à nouveau au royaume de Yan. Au quartier général, le chef du royaume étudie le classement. Bien que son assistant essaie de le calmer, lui rappelant que le temps du jeune maître Zhou était toujours parmi les meilleurs de l'histoire, le chef reste furieux. Pour lui, il n'y a pas de consolation à la deuxième place. Une perte est une perte. Pourtant, l'assistant lui rappelle qu'il reste encore 9 étages à franchir. Si Junkai parvient à terminer son transfert de travail plus tôt, il existe encore un moyen de renverser le classement et de s'emparer de la couronne de roi recru. Le chef ordonne une enquête sur l'identité du nouveau venu qui a battu le record. L'assistant accepte immédiatement, se dépêchant d'exécuter l'ordre. Ailleurs, Yushan envoie un message direct à Tsubé. Elle demande d'abord si c'est lui qui s'est immiscé dans le meurtre du boss de Wang Jiji et Li Yiran, puis reconnaît qu'il s'est vraiment emparé du premier record mondial de nettoyage. Enfin, elle lui fait une offre. S'il est intéressé, la famille Lin serait heureuse de l'accueillir comme allié. Debout près du portail, même elle admet qu'il l'avait sous-estimé. Pendant ce temps, Tsubé se tient devant le coffre au trésor doré, le genre qui n'apparaît que pour les premiers meurtres de boss et les événements majeurs. Comme il s'agit du tout premier coffre de la saison, il sait qu'il doit contenir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le couvercle s'ouvre, une lumière dorée inonde la chambre. À l'intérieur se trouve un objet de qualité parfaite, l'Ao doré. Tsubé le regarde avec surprise, se demandant s'il pourrait s'agir de la version légendaire dont il a entendu parler une fois, un objet d'une immense valeur dans les étapes ultérieures du jeu. À côté se trouve un orbe d'expérience pour débutants. L'utilisation de l'orbe le récompense immédiatement avec 60 000 points d'expérience, ce qui fait passer son niveau à 6. Sans hésitation, il dépense 3280 pour ignorer les temps d'amélioration, améliorant son équipement sur place. Les augmentations de statistiques sont satisfaisantes, et la tentation le pousse à améliorer à nouveau, riant alors que sa puissance continue d'augmenter. Une fois les préparatifs terminés, Tsubé s'approche du portail. Il se fixe un objectif petit mais ambitieux, nettoyer les 10 premiers étages en 24 heures. La scène se déplace vers le désert de Naka où il se matérialise à l'étage 2. Sa progression dans l'épreuve est actuellement à 0. Un compte à rebours commence. 1 minute avant le début officiel du donjon. Les règles ici sont simples, mais épuisantes. Survivre à 10 vagues d'invasion de monstres. Trop lent, pense Tsubé. S'il veut maintenir son élan, il devra trouver un moyen de forcer les monstres à apparaître plus rapidement. Juste au moment où le compte à rebours continue, une menace soudaine émerge.
Un lézard à dents de scie apparaît juste derrière Subé, mais il n'est pas seul. Des dizaines d'autres suivent, rampant pour l'encercler. Même face à cette vue, Subé ne ressent que de l'impatience. Le rythme est trop lent. Les vagues gaspillent son temps. S'il les laisse traîner en longueur, son premier record de nettoyage lui échappera. Alors, au lieu d'attendre, il prend l'initiative. Sa lame brille, chaque coup portant un coup critique, et en quelques instants, tout le groupe est réduit à des cadavres. Le chronomètre du système continue de tourner. Normalement, survivre à la vague devrait prendre 10 minutes, mais Tsubé termine en moins de 2. Une autre vague de monstres se déverse du portail, mais il les rejette comme étant encore trop lents. Pour accélérer l'épreuve, il active un pas de côté. Puisque le destin lui a donné un si glorieux redémarrage, il jure de dépasser toutes les limites qu'il connaissait autrefois. Chaque monstre tombe d'un seul coup, et il déclare qu'il brisera tous les records de sa vie passée. Se déplaçant avec une vitesse implacable, il traverse la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5 sans pause. Enfin, il entre dans la salle du boss de l'étage 2. Attendant là, il y a le petit loup-garou grognant de défi. Tsubé le considère à peine comme une menace. Il veut simplement qu'il meure rapidement et qu'il ne perde pas son temps. Avec un coup d'éclair d'acier, la créature s'effondre. La notification de nettoyage retentit, lui attribuant un ticket d'entrée de l'étage 2 pour passer au niveau suivant. Riant à lui-même, Tsubé se tourne vers la récompense qu'il attend au centre de la chambre, un autre coffre au trésor doré. Il l'ouvre avec impatience, et comme on pouvait s'y attendre d'un coffre de nettoyage parfait, une lumière brillante jaillit. À l'intérieur se trouve une pièce d'équipement de qualité parfaite, une armure d'or violet liée. Il l'améliore une fois, en faisant attention de ne pas trop augmenter le niveau, sinon il ne pourra même pas encore le porter. Le coût est élevé, drainant une bonne partie de l'argent. Mais quand l'amélioration se termine, l'éclat de l'armure éclipse tout le reste dans son inventaire. Comme on s'y attend d'un équipement de qualité parfaite, il rayonne d'une qualité inégalée, faisant paraître tous les autres objets de second ordre en comparaison. S'il utilise l'orbe d'expérience de novice, il gagne 50 000 points d'expérience. Une notification apparaît pour le féliciter d'avoir atteint le niveau 7 et lui attribue des points d'attribut gratuits. Pas mal du tout. Tsubé se dit que ça devrait suffire pour gérer l'étage 3, alors il avance. Mais comme ça, plus de 100 disparaissent. Il réalise qu'il doit vraiment commencer à gagner plus vite. Plus vite. En entrant dans le portail, il entre dans l'étage 3, la caverne de soie. Une énorme horde de monstres se précipite vers lui. Des rats, des araignées massives, toutes sortes de bestioles effrayantes. Tsubé rit, les appelant de petites mignonnes alors qu'il les taillade instantanément. Quelques autres joueurs se battent contre un boss géant ici, mais Tsubé y jette à peine un coup d'œil. Il le teste avec son canon d'annihilation à 10 000, notant que le boss n'est pas un grand défi. Des notifications confirment son succès. Il est félicité d'avoir tué le Minotaure et d'avoir terminé l'étage 1. Il reçoit un ticket d'entrée pour l'étage 2. Son temps de parcours est de 2h25 minutes 30 secondes. Tsubé expire, se disant que c'était intense mais gérable car le mode rage du boss est limité. Une autre notification lui apporte une arme rare, la magnifique longue épée, et il rit de la récompense. Il remarque une annonce mondiale indiquant que le joueur Tsubé a établi le premier record de Tower of God, étage 2, une victoire pour le royaume de Yen. Tsubé note le temps de parcours, 29 minutes 42 secondes. Il pense que c'est fou, puis admet à lui-même qu'il est encore trop faible et se demande qui d'autre pourrait être là-bas. Il s'attaque ensuite à une araignée géante, s'expliquant qu'il est temps de montrer à quoi ressemble un vrai leveling de vitesse. Une autre notification apparaît pour le féliciter d'avoir établi le premier record sur l'étage 3 en 25 minutes 45 secondes, une autre victoire pour le royaume de Yen. Sur l'étage 4 de Tower of God, le désert de flammes pourpres, Tsubé traverse déjà une horde de monstres de style reptile. Malgré le chaos, il établit le premier record, terminant en 22 minutes et 23 secondes. Sur l'étage 5, le marais brumeux, il se déplace encore plus vite, éliminant les monstres et terminant l'étage en 19 minutes 58 secondes. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Partout, les gens parlent de la vitesse folle de Tsubé. 3 étages terminés en à peine plus d'une heure. C'est irréel. Des murmures flottent autour. Est-il un génie, un monstre, un dieu? Certains prétendent qu'il devient juste plus fort à mesure qu'il grimpe, tandis que d'autres se demandent si peut-être les étages de recrue cette saison sont inhabituellement faciles. Quelqu'un mentionne Zhu Junkai, le fils du maître de guilde de la dynastie, notant qu'il a entendu dire que Junkai avait apporté le canon d'annihilation à 10 000 dans l'étage 1. Un autre confirme, expliquant que le canon a disparu du classement des armes, probablement fondu dans une arme de débutant. Pourtant, tout le monde se demande si Tsubé a en quelque sorte déniché une arme de qualité épique pour lui-même. Plus tard, lors d'une réunion de groupe de stratégie, un groupe d'élite du royaume de Yan se tient autour. Pelinxio commente à quel point Tsubé est intrigant, tandis que Nancian ajoute que son parcours est un mystère complet. Pas de parents, pas de soutien, et à l'école, ses notes en classe de combat étaient insignifiantes. Pelinxio se demande à voix haute si Tsubé n'aurait pas découvert quelque chose d'extraordinaire dans la tour.
Nancian souligne que même pour le groupe de stratégie de premier rang, l'équipement de qualité épique est incroyablement rare. Il n'en existe qu'environ 10 dans tout le royaume de Yan. Elle taquine en disant que Subé doit avoir du cran étant l'un des 5 meilleurs assassins et convoitise déjà l'arme d'un enfant. Un autre membre note qu'il est facile pour elle de dire ça étant donné qu'elle manie la lance de phénix de feu à gland de soie alors que la plupart dans le groupe n'ont même pas un ensemble complet d'équipements de qualité parfaite. La discussion s'intensifie jusqu'à ce que le capitaine du groupe de stratégie, Su Kang, intervienne frustré, disant à tout le monde de se calmer. Le capitaine Kang dit au groupe que si Subé sort sans tirer un cristal de transfert de travail de rang S au supérieur, il devrait essayer d'acheter son arme épique. Mais s'il en tire un, ils l'inviteront à un essai de groupe de stratégie. Un des membres met en garde le capitaine, disant que l'équipe de deuxième rang est essentiellement une escouade de réserve et que les nouveaux venus devraient commencer dans les escouades de recrues d'abord. Ce n'est que s'ils performent bien qu'ils devraient passer à l'équipe de troisième rang. Qu'on interrompt, disant que les escouades de recrues de ces 2 dernières années n'ont pas produit grand-chose. Si Subé peut devenir roi des recrues, il n'y a aucun mal à le cultiver. Le membre ouvre la bouche pour argumenter, mais Kong s'en va simplement en déclarant que la question est réglée. On rappelle à Nancian de s'inquiéter de ses propres progrès. Si elle ne peut pas faire son deuxième transfert ce mois-ci, elle pourrait redescendre à l'équipe de deuxième rang. Pendant ce temps, à travers un autre portail, Subé vérifie les attributs de son personnage. Il note que sa chance n'est pas mauvaise. Chaque niveau lui donne 8 stats aléatoires, mais l'amélioration de l'équipement le vide. Chaque amélioration coûte maintenant environ 13 pièces d'or, et avec seulement 3 cents, il ne peut pas en payer beaucoup. Terminer l'étage 10 lui rapportera environ 500 pièces d'or et revendiquer le titre de roi des recrues en ajoute 200 autres. Pourtant, il s'inquiète de savoir où il obtiendra plus d'argent. Il est pratiquement fauché. Puis il se souvient des messages de Lin Yushang. Elle avait demandé s'il était celui qui avait snipé le boss de Wang Jizé, l'avait félicité pour le premier record et avait offert une coopération. La famille Lin est prête à l'accueillir en tant que serviteur invité, offrant même un contrat annuel de 20 millions, plus tard augmenté à 30 millions. Ils avaient déjà transféré 100 000 en monnaie réelle sur son compte, appelant ça un paquet rouge au cas où l'accord ne fonctionnerait pas et s'excusant de l'avoir poursuivi plus tôt. Après avoir examiné les messages, Subé décide qu'il est temps de faire des affaires. Il envoie un message à Lin Yushang lui demandant si elle est intéressée. Elle répond immédiatement en demandant le prix des cristaux de transfert de travail. Subé fixe les tarifs. Rang D, 1 pièce d'or. Rang C, 5 pièces d'or. Tout ce qui est au-dessus de C, négociable. Lin Yushang note que c'est bien en dessous du prix du marché mais accepte quand même, disant qu'elle va tous les prendre. Subé lui dit qu'il en a 13 pour l'instant avec d'autres à venir et lui donne 6 jours pour collecter des fonds. Ils échangeront une fois qu'il sortira de la tour. Lin Yushang confirme. Subé rit intérieurement, notant à quel point les riches ont du pouvoir. L'accord conclu, il se reconcentre sur l'augmentation de son niveau, se dirigeant vers un autre portail pour entrer dans l'étage 6. Le 6e étage est l'oasis sauvage. Parmi les grands canyons, quelques vouivres tournoient dans le ciel. Subé regarde autour de lui et dit que l'oasis sauvage représente un bond en avant en termes de difficulté. Il explique que le boss ici est de type itinérant sans point d'apparition fixe, ce qui signifie que la chance jouera un grand rôle. Heureusement, il a une arbalète de dragon volant améliorée à plus 10. Elle est de qualité rare et possède une puissance d'attaque impressionnante. Il l'équipe et remarque que c'est une bonne chose qu'il ait préparé à l'avance un équipement à longue portée. Cependant, il admet qu'il n'a pas apporté assez de flèches, il devra donc les utiliser avec parcimonie s'il veut maintenir son rythme. Avec l'arbalète de grande qualité en main, il avance. Bientôt, un monstre arrive en volant droit sur lui. Pour Subé, c'est l'occasion parfaite de tester sa nouvelle arme. La créature est à terre avant de réaliser ce qui se passe. L'un après l'autre, les monstres essaient de frapper depuis différents angles, mais ces carreaux atteignent leur cible avec une précision acérée, les abattant instantanément. Quand quelques-uns se faufilent derrière lui, Subé réagit immédiatement. Il se retourne et réussit des tirs précis dans un mouvement ample, les éliminant également. Une fois que la zone est de nouveau calme, il hoche la tête en signe d'approbation. Il dit que l'effet de l'arme est solide, et que les flèches peuvent même être réutilisées s'il fait attention. Cela devrait lui suffire pour au moins 2 ou 3 niveaux de plus. Se sentant satisfait, il ajoute qu'il la vendra à Lin Yushang quand l'occasion se présentera. Il se rappelle ensuite que le boss devrait errer vers le nord le long de la source d'eau. Il suit le cours d'eau et entend le bruit de l'eau vive. Souriant, il dit que ce doit être la rivière. Mais au lieu du boss, il trouve un groupe de monstres amphibies qui l'attendent, des murlocs. Ils sont ordinaires mais dangereux, chacun au niveau 9 avec 70 d'attaque, 45 de défense et 400 PV. Leurs compétences comprennent la morsure et le tir de poisson. Au moment où il le remarque, le combat commence. Avant que les murlocs ne puissent lancer une seule attaque, les carreaux de Subé les abattent en succession rapide. L'embuscade est si soudaine qu'ils n'ont aucune chance de réagir. Quand le dernier tombe, le butin tombe au sol, 20 pièces de cuivré, plus important encore, un cristal de transfert de métier de rang B. Une notification du système l'invite à le ramasser.
Il rit en lui-même et dit que les rumeurs sur le taux de chute élevé de cet étage semblent être vraies. Sans perdre de temps, il met le cristal aux enchères, curieux de voir quelle sera la réponse. L'un voit la demande d'échange et remarque que, comme prévu de Subé, il est très efficace. Elle offre 10 millions en espèces ainsi que 100 pièces d'or comme meilleure offre plus 1 million en espèces supplémentaires. Subé accepte, et l'un répond qu'ils ont un accord. La transaction terminée, Subé continue à chasser les monstres. Alors qu'il continue, il note que cette façon de gagner de l'argent n'est pas lente du tout. Puis il entend quelque chose de différent. Cette fois, il est sûr que le son appartient au boss. Il se dirige vers lui et se retrouve face au monstre poisson de l'oasis, Ellie. Au premier coup d'œil, il observe que la créature a l'air assez unique. Avec un sourire confiant, il marmonne qu'il va jouer avec, mais le boss n'a pas l'intention de jouer. Il rugit furieusement et charge. Subé réagit instantanément. Il saute vers le haut avec sa compétence Flash Gap, tire son arbalète en l'air et réussit 3 coups critiques, infligeant chacun plus de 1000 points de dégâts. Enragé, le boss lance son arme, mais Subé l'esquive sans effort. Il provoque le monstre, disant qu'il est toujours aussi stupide qu'avant et qu'il n'a fait aucun progrès. Il déclenche ensuite un autre barrage, cette fois en claquant des coups critiques directement sur son visage, infligeant plus de 3000 points de dégâts au total. Une notification du système sonne, le félicitant d'avoir vaincu le monstre poisson de l'oasis et d'avoir terminé le 6e étage de la tour de Dieu. Il reçoit un billet d'admission au 7e étage. Puisqu'il est également le premier joueur à vaincre le monstre poisson de l'oasis de la saison 10, il est récompensé par un coffre en or, un orbe d'expérience novice et 50 pièces d'or. Son temps de passage est enregistré à 1h58 minutes et 59 secondes, établissant un nouveau record de premier passage pour le 7e étage. Il gagne également le titre de chasseur de Murloc. Bien qu'il admette que le niveau a pris plus de temps que prévu, il estime que les récompenses supplémentaires en valent la peine. 5 coffres au trésor en argent apparaissent autour de lui. L'une après l'autre, les notifications l'informent du butin, 10 petits reconstituants sanguins, 5 pièces d'or, 51 pièces d'équipement d'excellente qualité, les gantelets du démon poisson. Il acquiert également 10 petites potions d'expérience et 30 points de cuivre. En regardant les récompenses, il marmonne que les butins ne sont pas extraordinaires, mais toujours mieux que rien. En examinant les gantelets du démon poisson, il décide de les améliorer. Après les avoir améliorés à +8, il équipe les gantelets et note que leurs propriétés sont suffisamment impressionnantes pour être utilisées pour l'instant. Avec son nouvel équipement en place, Subé se dirige vers le portail menant au 7e étage. Il se fixe un objectif clair, conquérir les 10 premiers niveaux en 20 heures. Il se dit que s'il peut terminer en une journée, le titre de recrue de l'année sera sûrement le sien. Mais au moment où il se prépare pour la prochaine étape, une annonce mondiale résonne dans toute la tour. Elle félicite le joueur Lin Meng Xuan pour avoir obtenu la profession de niveau S, Berserker. La nouvelle surprend Subé. Il grimace et admet à lui-même qu'il ne s'attendait pas à ce que le premier joueur de niveau S soit Lin Meng Xuan, se demandant comment ce type a réussi à apparaître si rapidement. Partout, les gens commencent à parler de Lin Meng Xuan. Beaucoup se demandent de qui elle est la fille aînée, car la famille Lin de Pékin a déjà une Lin Meng Xuan qui a épousé Li Jiangxuan. Ce Li Jiangxuan est une figure invincible classée numéro 1 dans le monde. Lorsque la nouvelle se répand, la plupart des joueurs n'en croient pas leurs yeux. De leur point de vue, Lin Meng Xuan a le potentiel non seulement de devenir la recrue de l'année, mais peut-être même de surpasser les futurs concurrents. Après tout, quelqu'un qui grimpe jusqu'au sommet peut parfois éclipser même la première place actuelle. Si même le joueur classé 2e ne peut pas gérer une telle personne, alors quel espoir reste-t-il aux autres? Le choc grandit lorsque les gens réalisent que cette Lin Meng Xuan est en fait la future belle-fille de Li Jiangxuan. Cette connexion rend son ascension encore plus intimidante, car cela signifie que le pouvoir et l'influence de Li Jiangxuan la soutiendront probablement. Pourtant, cela semble impossible. Subé a déjà atteint le 7e étage, mais elle n'a pas dépassé le 3e. Mais une fois son changement de métier terminé, sa puissance de combat augmentera considérablement. Quand elle atteindra le niveau 10, sa force sera indéniable. Certains joueurs spéculent davantage. Une femme souligne que Li Jiangxuan a dû préparer de grands atouts pour elle, car il n'y a aucune chance qu'il ne l'ait pas fait. Un autre gars est d'accord, ajoutant que même le roi de Zhou a transmis ses armes à son fils. Pendant ce temps, quelqu'un vérifie le classement. Il montre Subé en première place, Lin Meng Xuan en 2e et Zhu Junkai en 3e. Zhu Junkai lui-même s'irrite en regardant le tableau. Marmonnant pour lui-même, il dit que c'est bien d'être derrière pour l'instant. Une fois qu'ils auront tous atteint le 5e étage, il les fera souffrir. De retour à l'intérieur de la tour, le 7e étage se révèle être le château sombre. Pour la plupart, les monstres ici sont terrifiants. Mais pour Subé, ce ne sont rien de plus que des tas de vieux os. Il se souvient parfaitement de leurs points faibles et continue d'infliger des coups critiques, éliminant les ennemis avec facilité. Il semble que même cet étage ne le ralentira pas longtemps. Ailleurs, au 4e étage, le désert écarlate, Lin Meng Xuan se donne à fond. Elle refuse de perdre contre qui que ce soit. Même si elle vient d'obtenir le rang de Berserker, elle sait qu'elle doit dépasser Subé si elle veut assurer sa place au sommet.
Zhu Junkai atteint finalement le 5e étage de la tour de Dieu, le marais brumeux. Riant fièrement, il déclare qu'avec le fragment de pierre du destin, il peut enfin changer de métier. Une notification confirme bientôt qu'il a obtenu un cristal de changement de métier de niveau SS et qu'il a réussi à passer à la classe de tireur d'élite rare de rang SS. Mais pendant que Zhu célèbre sa percée, Tsubé est déjà loin devant. Il se bat à travers le 8e étage de la tour de Dieu, l'abîme de la douleur. Les monstres ressemblant à la faucheuse qui se cache ici n'ont aucune chance. Tsubé continue d'infliger des coups critiques, brisant leurs os les uns après les autres. Il se moque même d'eux, riant alors qu'il souligne à quel point ils sont inutiles puisqu'ils ne sont rien de plus que des monstres d'os. À ce stade, il ne reste plus que 2 étages avant qu'il n'atteigne son objectif. Pendant ce temps, Lin Meng Xuan, qui occupe la 2e place, est toujours bloquée au 6e étage. Déterminée, elle se dit qu'elle le rattrapera quoi qu'il arrive. Mais combattre les monstres ici n'est pas une tâche facile. Elle se rend compte qu'elle a perdu trop de temps dans l'oasis et se pousse plus fort, désespérée de combler le fossé. À présent, Tsubé est déjà entré au 9e étage, la ville des cauchemars. L'endroit le dégoûte, les monstres, l'atmosphère, tout semble pourri. Il grogne qu'il ne veut même pas rester ici plus longtemps que nécessaire, alors il se précipite en avant, éliminant les ennemis le plus rapidement possible. Alors que Lin Meng Xuan se ferait un chemin jusqu'au 7e étage, Tsubé se précipite directement sur la 10e plateforme de cauchemar. Là, il se retrouve enfin face au boss de l'étage, les dommages causés par le cauchemar. Tsubé ne perd pas de temps. Il l'appelle le petit cauchemar et dit que c'est le dernier obstacle entre lui et le titre de roi des recrues. Le monstre rugit en retour, refusant de tolérer sa moquerie, mais Tsubé n'est pas intéressé à jouer. Il charge, frappant directement à ses reins, forçant le boss à chanceler. Nightmare Arm essaie de l'attraper, menaçant de le punir pour avoir osé profaner le domaine du cauchemar. Tsubé se moque juste, repoussant sa main en l'air. Il se moque du boss, disant que cette astuce n'a pas fonctionné auparavant et ne fonctionnera pas maintenant, avant de terminer par une frappe impitoyable, disant au monstre que sa place légitime est en enfer, et non devant lui. Avec une seule frappe massive, Tsubé finit par vaincre le boss. Le monstre pousse un cri pitoyable, insistant sur le fait que les cauchemars sont censés être invincibles et se demandant comment il pourrait être vaincu par un simple jeune homme. Presque instantanément, une vague de notifications remplit la vision de Tsubé. Il est félicité pour avoir battu le premier record de mise à mort, avoir terminé le 10e étage de la tour de Dieu et avoir remporté une nouvelle victoire pour les joueurs du royaume de Yen. Son temps de parcours est enregistré à 54 minutes et 23 secondes. Le système annonce également qu'il est le tout premier joueur de cette saison à conquérir le 10e étage. En récompense, il reçoit un cristal de transfert de métier aléatoire de niveau SSS et, enfin, le titre tant attendu de roi des recrues. Le titre augmente l'expérience de chasse aux monstres de 100%, augmente passivement tous les attributs de 20 et reste valide jusqu'au début de la saison prochaine. Tsubé ne peut s'empêcher de se sentir ravi. Il se dit qu'il a enfin obtenu à la fois le cristal de niveau SSS et le titre de roi des recrues, ce qu'il n'a jamais réussi à obtenir même après avoir terminé 999 niveaux dans sa vie antérieure. Regardant devant lui, il remarque la rangée de coffres au trésor doré brillant qui l'attendent. Il décide d'en ouvrir 5 à la fois, espérant quelque chose d'intéressant. Du premier, il est félicité pour avoir obtenu l'arme de qualité rare, l'épée du tigre blanc. Cependant, il la rejette comme étant décevante, notant que ses attributs ne conviennent pas vraiment à sa construction. Le coffre suivant lui accorde une carte au trésor perdu, ce qui l'excite. Il réfléchit à la façon dont les cartes au trésor peuvent être utiles car avec suffisamment de chance, elles peuvent mener à un équipement de qualité parfaite. Un autre coffre le récompense avec un bouclier d'énergie de qualité rare suivi d'une pierre à effet de lumière. Il reconnaît que bien que le bouclier ne lui soit pas particulièrement utile, la pierre est précieuse car elle permet de cacher l'équipement et d'éviter des problèmes inutiles. Enfin, il tire l'équipement de qualité parfaite, le point du dragon de feu. Cette prise attire immédiatement son attention, et il l'essaie rapidement. Il note que les statistiques sur les gants sont proches du niveau épique, et les mouvements flashy créés lorsqu'on les manie sont impressionnants. Il est convaincu que cette arme lui permettra de faire face beaucoup plus facilement aux monstres les plus coriaces à l'avenir. Satisfait, il ouvre sa fenêtre de statistiques pour examiner ses progrès actuels. Son profil affiche le nom, Tsubé. Niveau, 10. Ne peut pas encore être amélioré. Occupation, pas encore changé. Force, 80 plus 8. Agilité, 80 plus 8. Physique, 80 plus 8. Esprit, 80 plus 8. Santé, 880. Constitution multipliée par 10. Tsubé vérifie à nouveau sa fenêtre de statistiques. Sa valeur magique est de 880 calculée à partir de l'esprit multiplié par 10. Son attaque physique est de 176, la force multipliée par 2, tandis que son attaque magique est également de 176, l'esprit multiplié par 2. Ses emplacements d'équipement semblent empilés. L'horloge de toute chose, un artefact suprême, le point du dragon de feu plus 1, de qualité parfaite, l'armure d'or violette en chaîne plus 1,
de qualité parfaite, l'arbalète du dragon volant +1, de qualité parfaite, le poignard exquis +8, d'excellente qualité, et à un pas de là, de qualité rare. Sa constitution est 10 fois supérieure à la base, et pour couronner le tout, il a aussi la ceinture du dragon de feu +1, qualité parfaite, tube d'or violet en chaîne +1, qualité parfaite, arbalète du dragon volant +10, et une épée lanterne exquise +8, qualité excellente. En regardant tout cela, il sourit et se dit qu'avec ses stats, améliorées grâce à l'horloge de toute chose transformera son coup de poing en quelque chose de mortel. Il décide ensuite de vider les 30 coffres au trésor en argent restants, principalement pour les échanger contre de l'argent. Les notifications continuent d'arriver, félicitations pour avoir reçu des épées exquises, une épée en fer, des boucles d'oreilles de lune, 10 petites potions d'expérience, 5 pièces d'or et même une paire de bottes en cuir vert foncé. Soudain, les annonces commencent à retentir sur tout le serveur. La première déclare que dans la 10e saison, le joueur Subé est devenu le premier à franchir le 10e étage de la Tour de Dieu et a officiellement reçu le titre de roi des recrues. Une autre annonce suit, confirmant que Subé a franchi les 10 premiers étages en seulement 17 heures, 2 minutes et 34 secondes, pulvérisant complètement le record historique. Pour cela, il est récompensé par un autre cristal de transfert de job de niveau SSS aléatoire. Partout dans le district oriental, les habitants de la ville de Xinxing perdent la tête à cause de la nouvelle. Certains crient d'incrédulité qu'un cristal de niveau SSS soit apparu, notant qu'il ne s'agit que du 10e depuis la création de la Tour de Dieu. D'autres se rappellent que le dernier guerrier de niveau SSS de la nation Yen était Li Jinxian, maintenant classé numéro 1 mondial. Les foules commencent même à prier, demandant des bénédictions sur la nation Yan. À l'intérieur d'une salle de conférence, l'atmosphère n'est pas plus calme. Les chefs se démènent alors que le capitaine exige chaque information sur Subé. Il ordonne à Pei Lingxiu d'assurer le suivi immédiatement, en s'assurant que leur équipe l'engage dès qu'il quitte la zone novice, en avertissant de ne laisser aucune autre équipe prendre de l'avance. Lorsque Pei Lingxiu mentionne prudemment qu'un recrutement approprié devrait impliquer d'offrir des conditions, le capitaine l'interrompt brusquement. Il lui dit d'oublier les négociations et d'utiliser simplement les normes les plus élevées de leur 11e équipe d'élite, de payer le prix, de le recruter directement dans l'équipe de première ligne. Le capitaine insiste sur le fait qu'avec Subé de leur côté, ils auront un combattant de niveau SSS sous leur bannière. Cela les placerait en deuxième position derrière l'équipe du chef Jinxian et élèverait leur statut au-delà de toute portée. Pei Lingxiu finit par accepter, pensant intérieurement que le capitaine a raison. Elle a hâte de faire taire les moqueries arrogantes qu'elles ont subies des 5e et 6e équipes une fois pour toutes. À la taverne des débutants, les gens discutent avec agitation. Une personne mentionne que Subé n'a toujours pas changé de job. Un autre est d'accord, soulignant que réaliser de tels résultats sans changer de classe signifie que sa force est terrifiante. Quelques-uns se demandent pourquoi il refuse de changer de job et se demandent s'il pourrait retourner à Novistown. Ils admettent qu'ils aimeraient le voir de leurs propres yeux. Pendant qu'ils parlent, la porte de la taverne s'ouvre soudainement avec fracas. La foule panique et crie à celui qui ose agir de manière aussi imprudente. Mais quand il réalise que c'est Subé portant un énorme sac, tout le monde se fige. Personne n'ose s'en prendre à lui. Certains murmurent qu'il doit être fou. Certains que la patronne va le battre à mort pour avoir fait irruption comme ça. D'autres appuient l'idée, disant que quiconque est assez fou pour la taquiner finit généralement mort sur le coup. À leur choc, la dame de la taverne ne se fâche pas du tout. Au lieu de cela, elle félicite Subé pour son efficacité et semble même sincèrement heureuse de le voir, ne montrant aucune mauvaise volonté. Subé lui dit alors de lui apporter une tasse d'étoiles filantes. La patronne rit doucement et dit qu'il doit être bon en boisson puisque cette recette est sa spécialité exclusive. Les spectateurs deviennent mal à l'aise, murmurant entre eux et se demandant qui est vraiment ce type. Ils ne peuvent pas comprendre comment la patronne tolère quelqu'un qui a défoncé sa porte, mais elle loue même la récolte qu'il a apportée. Elle renifle le saké, fidèle à ses sens de Warby, remarque immédiatement qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Pourtant, elle l'avertit que peu importe la douceur avec laquelle il parle, il n'y aura pas de réduction. Un or la tasse et pas de crédit. Alors que Subé boit, il remarque une notification indiquant qu'une tasse d'étoiles filantes augmente tous les attributs d'un point. La patronne secoue la tête et soupire qu'il n'apprécie même pas la rareté de ce qu'il consomme, le comparant à une vache mâchant une pivoine. 11h15. Après avoir terminé, Subé s'étire avec fatigue et dit à Sœur Dana de lui réserver une chambre privée à l'étage car la journée l'a épuisé. Juste à ce moment-là, une autre personne entre, et tout le monde est choqué de voir Linyusha entrer. Elle se sent elle-même soulagée en pensant à la chance qu'elle a eue de ne pas avoir aggravé leur conflit précédent. Sinon, elle craint que le résultat n'ait pas été bon. Subé la salue avec désinvolture, disant qu'il l'attendait. Linyushan, debout à côté d'elle, l'exhorte à vérifier les marchandises. Quand Linyushan regarde à l'intérieur du sac, elle est stupéfaite. Elle n'avait pas imaginé qu'il serait rempli d'autant de choses. Dans la chambre privée à l'étage de la taverne, Subé révèle enfin le contenu de son sac. Les autres personnes rassemblées là sont stupéfaites en silence, murmurant entre elles et se demandant si cela pourrait vraiment être un sac de trésors.
Subé pose tout et dit calmement que tout ce dont ils ont besoin est juste ici. L'assistant, cependant, marmonne qu'il est juste trop bon pour faire semblant. Maintenant, la vraie question se pose, le prix. Lin Yuchen ne peut pas quitter des yeux l'éclat des trésors. Répartis devant elle se trouve un cristal de changement de job de niveau AF, 50 cristaux de niveau E, 20 pièces de grade C, 30 pièces de grade D et 5 cristaux de grade B. Chaque type dont on pourrait avoir besoin est là, en évidence. Subé mentionne même qu'il y a un cristal de transfert de job de niveau 5 si elle est intéressée. Puis il ajoute avec désinvolture qu'il a aussi un cristal de transfert de job de niveau S, chose qu'il avait presque oubliée. Au moment où il le dit, la pièce tombe dans un silence stupéfié. De tout ce qu'il a exposé jusqu'à présent, ce cristal unique est le plus choquant de tous. Personne présente ne peut croire ce qu'il voit, un véritable cristal de changement de job de niveau S gisant juste devant eux. 11h16. Lin Yuchen est sans voix alors qu'elle le regarde. La notification affiche clairement les informations de l'objet, un érudimage de cristal de transfert de carrière de niveau S. L'assistant derrière elle lâche d'incrédulité que c'est vraiment un cristal de niveau S. Lin Yuchen le prend délicatement, le tient un instant et ressent son pouvoir avant de le reposer sur la table. Son expression le montre clairement. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse laisser passer ça. Elle en a besoin, et elle en a besoin maintenant. Elle lui demande combien il faudra, combien elle devra payer. Subé ne perd pas de temps. Il explique que tout, à l'exception du cristal de grade S, sera vendu au prix du marché. Pour le paiement, il veut 10% en espèces et le reste en pièces d'or. En plus de cela, il préparera une liste de fournitures et s'attend à ce qu'elle l'aide à les acheter. Lin Yuchen hoche rapidement la tête, convaincu qu'un tel arrangement ne posera pas de problème. Les provisions sont la chose la plus facile à gérer pour elle. Subé lui tend ensuite une feuille de papier expliquant que c'est la liste qu'il veut acheter. Un soldat qui se tient à proximité l'accepte en hochant la tête et dit que ça a l'air bien. Lin Yuchen lui ordonne ensuite de partir immédiatement et de commencer à organiser l'achat. Une fois l'affaire conclue, Subé se penche en arrière sur le canapé et leur dit qu'il est temps de discuter du cristal de qualité S, demandant à Lin Yuchen de lui donner un prix. Elle commence à calculer rapidement, ne voulant pas laisser passer une telle chance, et propose immédiatement 200 millions en espèces. Le nombre laisse Subé stupéfait. Il ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi scandaleux. 2 cents,000,000. Il se dit que ça ne vaut peut-être pas vraiment autant. Après tout, il a déjà vu des trésors d'une valeur insensée, et ce cristal ne semblait pas être du même niveau. Mais Lin Yuchen n'a pas fini. Elle explique que les cristaux de transfert de travail de niveau S sont toujours rares, donc son offre est plus que raisonnable. Avec l'argent comptant, elle promet 200 000 pièces d'or et ajoute même une maison à l'Infant City, la première ville de la Tour de Dieu. Les gardes derrière elle ne peuvent pas cacher leur choc, marmonnant qu'une telle propriété est incroyablement chère et hors de portée des gens ordinaires. Subé fait une pause, pesant tout cela dans son esprit. Plus il y pense, plus il réalise que l'offre ne vaut en effet pas moins que ce qu'elle prétend. Lin Yuchen attend tranquillement sa réponse, l'observant attentivement. Finalement, il dit qu'il comprend et ne marchandera pas davantage, demandant seulement si le paiement dans les 7 jours serait acceptable. Pour Lin Yuchen, ce n'est pas un problème. Elle accepte tout de suite et l'exhorte à signer le contrat sans perdre de temps. Le contrat est rédigé et signé, Lin Yuchen surveillant chaque coup de son stylo comme si elle craignait que quelque chose ne tourne mal. Lorsque la notification confirme que l'accord est terminé, il se serre la main. Subé lui dit que c'est un plaisir de travailler ensemble tandis qu'elle répond qu'elle se réjouit de leur coopération. L'accord étant scellé, Subé lui offre la possibilité de dire autre chose. Lin Yuchen admet que le monde entier sait déjà qu'il a obtenu un cristal de transfert de travail de niveau SSS et lui dit que le groupe Lin serait heureux de l'accueillir. Mais Subé fait simplement signe de la main, disant qu'ils peuvent en parler plus tard car il n'a pas l'intention de changer d'emploi pour le moment. Cette réponse déconcerte Lin Yuchen. Elle se demande pourquoi il ne changerait pas d'emploi immédiatement, se demandant s'il ne craint pas que quelqu'un ne vienne le voler. Subé rit simplement, disant qu'il a ses propres plans, puis s'excuse pour retourner dans sa chambre et se reposer. 11h17 du matin. Pendant ce temps, la taverne bruise de rumeurs. Les habitués chuchotent que c'est la première fois qu'ils voient la fille aînée de la famille Lin agir avec autant de douceur avec qui que ce soit, et ils spéculent sur l'identité de l'homme mystérieux. Certains suggèrent que ce pourrait vraiment être Subé, mais d'autres rejettent l'idée, soulignant que quelqu'un qui a franchi le 10e étage de la Tour de Dieu ne se promènerait pas avec un équipement de débutant. Subé, entendant la conversation en s'éloignant, peut les entendre réaliser progressivement la vérité. Certains le reconnaissent carrément et s'exclament que c'était vraiment Subé à l'instant. Pourtant, beaucoup restent sceptiques, arguant qu'un joueur de son niveau devrait être drapé dans un équipement luxueux, et non habillé plus mal qu'un aventurier ordinaire. D'autres rétorquent que les joueurs forts cachent souvent leur identité exprès, donc c'est logique. Même la patronne s'en mêle, le grondant par défaut. Elle se plaint qu'à cause de Subé, elle est maintenant confrontée à toutes sortes de problèmes qui affectent son entreprise et insiste pour qu'il soit tenu responsable. La patronne se dirige vers la pièce où Subé dort silencieusement. Elle le regarde d'abord et se dit qu'il se cache ici pour dormir. Puis elle s'approche et lui donne un léger coup de pied.
Sube, encore à moitié endormie, demande d'une voix somnolente pourquoi elle est là et pourquoi elle fait autant de bruit. La patronne approche son visage du sien et lui dit qu'elle ne peut pas faire son travail correctement à cause de lui. Elle demande aussi si son nom est Nana et l'avertit qu'il ferait mieux de trouver un moyen de réparer les dégâts en bas, sinon elle le tuera. Sube, cependant, se demande toujours si Nana est vraiment son nom. Puis il sort une grande pile de pièces d'or et les lui montre. La patronne est choquée et surprise après les avoir vues. Sube demande si c'est suffisant pour payer sa chambre. La patronne de la taverne répond que le montant est plus que suffisant et dit qu'elle est une professionnelle pour résoudre les problèmes. Pourtant, Sube mentionne qu'il est fatigué et demande s'il peut dormir un peu plus longtemps. Il ajoute que tuer des gens est une option, mais la patronne le rassure en lui disant qu'elle n'est pas une meurtrière. Sube lui dit alors qu'il a une affaire à discuter. La patronne de la taverne se demande s'il lui a apporté une autre recette de vin rare. Elle demande combien de recettes il a cette fois. Mais au lieu d'une recette, Sube sort un cristal. La vue laisse la patronne sans voix. Elle dit qu'il est vraiment capable et demande s'il a vraiment obtenu un cristal de transfert de travail de niveau SSS. Sube répond qu'il prévoit de commencer le test de Dieu. En entendant cela, la patronne comprend enfin, mais elle se demande toujours comment il connaît le test de Dieu. Sube explique dans son propre esprit qu'il a passé le test plus de 100 fois dans sa vie antérieure, et, bien sûr, il le connaît. Mais il ne lui révèle pas cela. Au lieu de cela, il lui dit simplement qu'elle n'a pas besoin de connaître les détails, seulement de répondre à sa question de savoir s'il est qualifié. La patronne explique que le cristal lui-même est le certificat pour entrer dans le test des dieux. Elle dit qu'à l'intérieur, il ne peut gagner ni pièces d'or ni équipement. Il n'y a qu'une seule récompense, le cristal de profession caché. Cristal. Mais elle veut aussi confirmer si Sube est tout à fait certain de participer, car une fois qu'il entre, le cristal sera consommé et il n'aura qu'une seule chance. Sube pense à la façon dont il a échoué plus de 100 fois dans sa vie antérieure, mais cette fois, il est déterminé à ne pas échouer. Il dit à la patronne qu'il est absolument certain de sa décision et lui demande de programmer le test. Cela la laisse sans voix, et après une pause, elle marmonne que s'il veut mourir, elle ne l'arrêtera pas. Sube répond calmement qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il a une longue vie devant lui, et il ne mourra pas ici. À ce moment-là, le cristal dans sa main commence à se fissurer. La patronne prend le cristal et dit qu'ils sont sur le point de commencer. Une notification système apparaît, déclarant que le test de Dieu a commencé et demandant s'il veut entrer. Il avertit également qu'une fois qu'il entrera, il n'y aura pas de retour en arrière, il devrait donc bien réfléchir. Un énorme cercle magique se forme soudainement sous la patronne de la taverne. Elle dit une fois de plus à Sube qu'il n'est pas trop tard pour regretter son choix. Sube lui demande quand elle est devenue si bavarde, lui rappelant qu'elle n'était généralement pas comme ça. En entendant cela, elle le pousse avec colère directement dans le cercle magique, en lui rétorquant que s'il pense vraiment qu'elle le harcèle, il peut aller en enfer à la place. Avec un bruit sourd, Sube est aspiré dans le cercle. Alors qu'il descend, une voix mystérieuse résonne dans son esprit, lui disant de ne pas utiliser cette astuce. La chef est laissée derrière, fronçant les sourcils en se demandant ce que ce message étrange pourrait signifier. Elle marmonne pour elle-même que ce morveux lui donne toujours une sensation étrangement familière. À l'intérieur de l'épreuve, la lave s'étend partout. Sube est allongé sur un bloc de terre solide entouré de rivières de lave en fusion. Alors qu'il se lève lentement, il pense à quel point cet endroit lui semble familier. Il se dit qu'il est de retour à l'épreuve de Dieu. En regardant la notification du système, il confirme que c'est exactement la même chose que dans sa vie passée. Le message explique qu'il est officiellement entré dans l'épreuve de Dieu et que son équipement et ses emplacements de sac à dos ont été scellés. Toutes les amplifications ont été temporairement supprimées et ne seront rétablies qu'après avoir réussi le test. Sube commence à avancer dans le paysage de feu. Le long du chemin, il remarque d'innombrables crânes éparpillés sur le sol, preuve de ceux qui n'ont pas réussi à s'échapper. En les dépassant, il se dit que les cadavres qui gisent dans la rivière sombre sont tous les restes d'hommes qui ont eu le courage de défier cette épreuve. Bien que cela semble contradictoire, c'est vrai. Ces braves sont exactement ce qu'il est venu ici pour surpasser. Et dans cette vie, il se dit que cela ne se terminera pas de la même manière. Sube vérifia à nouveau sa fenêtre de statistiques et soupira que les bonus des armes et de l'équipement étaient presque inexistants, et même son sac à dos était scellé. Son nom était affiché comme Sube. Son niveau est resté fixé à 10, immuable. Son occupation n'avait pas encore été modifiée. Ses statistiques de force, d'agilité, de physique et d'esprit affichaient toutes 100. Sa santé s'élevait à 1000 calculée comme la constitution multipliée par 10. Sa valeur magique était également de 1000 à partir de l'esprit multiplié par 10. Son attaque physique était listée à 200 calculée comme la force multipliée par 2, et son attaque magique était le même esprit multiplié par 2. Son équipement ne comprenait qu'une longue épée de novice brut, une épée courte de novice brut et une tunique de débutant brut. Malgré cela, Sube se rappela qu'au moins la pelle en or qu'il avait obtenue plus tôt n'avait pas été scellée par le système. Il la sortit en la serrant fermement dans ses mains. Une nouvelle notification apparut devant lui, avertissant qu'une grande vague de démons cryptés approchait. Tous les joueurs ont été invités à se préparer au combat.
Un compte à rebours est apparu commençant à 59 secondes, tombant rapidement vers 55. Tsubé prépara sa position, arme à la main. Il pensa que ses attributs actuels étaient déjà plus élevés que lorsqu'il avait tenté l'épreuve de Dieu dans sa vie précédente. S'il devait échouer à nouveau cette fois, ce serait bien trop honteux. Le compte à rebours indiquait 3. Tsubé murmura que la zone d'activité ne faisait qu'un peu plus de 1000 mètres carrés, ce qui signifiait qu'il devrait rester complètement concentré. Un faux pas dans la lave environnante signifierait une mort instantanée. À 2 secondes, un portail s'ouvrit. Des formes sombres ont commencé à émerger. Bientôt, des dizaines de démons cryptés se sont déversés dans l'arène. Chacun était classé comme niveau élite 10 avec 250 d'attaque magique, 180 de défense et 2000 de santé. Leurs compétences comprenaient la toile d'araignée et l'enfouissement. Tsubé plissa les yeux. Il les reconnut immédiatement et murmura qu'il était prêt pour eux. Les démons se multiplièrent rapidement, remplissant le sol. Plutôt que d'attendre, Tsubé se lança d'abord, frappant l'un d'eux avec un coup féroce. Son coup critique réduisit 500 HP en un instant, mais il fronça les sourcils. Comparé au nombre massif qu'il avait l'habitude d'infliger, les dégâts semblaient pitoyables. Il frappa à nouveau, et cette fois sa frappe perça plus profondément, réduisant les 2000 HP complets de la créature en un seul coup. Le système l'informa immédiatement de sa première mort de démon, lui attribuant un point. Il l'encouragea à continuer. Tsubé murmura que la récompense semblait mesquine, mais il ne perdit pas de temps. Il se précipita à nouveau, tranchant démon après démon. Ses coups critiques ont commencé à atterrir plus fort, chacun tranchant 2000 HP à la fois. Maintenant, 3 démons cryptés tombèrent devant lui en un seul coup, s'effondrant sous le poids de sa pelle en or. Couper l'acier était l'une des applications les plus élémentaires de l'énergie de l'épée. Au-delà de cela, il existait des techniques comme le coup de chi de l'épée et l'assaut de chi de l'épée, des compétences qui pouvaient considérablement augmenter la puissance de combat d'un joueur. Dans une situation comme celle-ci, avec des dizaines de monstres se précipitant vers lui, Tsubé savait qu'il avait besoin de quelque chose de vraiment puissant pour percer. Même en se battant, il pensa que sans maîtriser ces techniques, il ne serait jamais capable de réussir le test. L'expérience seule ne suffisait pas, mais les monstres n'étaient pas simples non plus. Ils bougeaient avec ruse, attendant le bon moment pour le submerger. Tsubé, cependant, sentit l'embuscade. Ses instincts s'aiguisèrent. Il esquiva immédiatement, évitant les frappes coordonnées, et contre-attaqua avec un coup féroce. Son épée atterrit proprement, déchirant l'un des démons avec un coup critique. La santé de la créature chuta de 2000 en un instant. C'était une mise à mort en un seul coup, et il réussit à l'atterrir 3 fois de suite. Le système sonna. Démon tué. 3. Points actuels. 10. Une autre notification suivit. Conseil, accumulez 100 points pour gagner une chance de restaurer votre statut. Ce petit détail lui remonta le moral. Avec un sourire s'étalant sur son visage, Tsubé se relança dans la bataille, les lames brillant alors qu'il abattait vague après vague de démons. Des notifications inondèrent son écran à chaque frappe. Pendant ce temps, sur les forums de discussion, tout le forum bourdonnait de spéculations. Au 25e étage, un utilisateur demanda pourquoi Tsubé n'avait toujours pas utilisé son cristal de transfert d'emploi de niveau SSS. Un autre, au 26e étage, se plaignit qu'il était trop imprudent, disant qu'il aurait dû l'activer il y a longtemps. Au niveau 27, quelqu'un d'autre se demandait à voix haute s'il n'avait pas peur de tout perdre. Plus loin, les ragots ont changé. Au niveau 156, des rumeurs ont couru selon lesquelles Lin Yuchang vendait aux enchères de l'équipement de novice en ville, des objets d'une qualité inhabituellement élevée, y compris une variété de cristaux de transfert de classe. Le niveau 157 a éclaté de choc. Les joueurs se demandaient si ces objets provenaient de lui-même. Et au niveau 158, une autre personne a confirmé avec certitude, disant qu'il n'y avait aucun doute. Lin Yuchang n'était qu'au niveau 4. Qui d'autre aurait pu fournir de tels trésors si ce n'est Tsubé? Au niveau 159, certains joueurs ont émis l'hypothèse que Tsubé ne vendrait jamais ses cristaux de niveau SSS. Pourtant, les rumeurs et les débats ont continué sans fin, se répandant même dans la taverne de la ville des novices. À l'intérieur, la tenancière de la taverne a rabroué la foule, les avertissant d'une voix forte que s'ils osaient remettre les pieds au 2e étage, elle les traitait comme des voleurs et les tuait sur place. Elle a clairement indiqué que Tsubé n'était pas à l'étage et que son cristal de transfert de classe de niveau SSS avait déjà été brisé en fragments inutiles. Elle espérait que cela mettrait fin au harcèlement constant dont Tsubé était la cible, mais la foule agitée refusait de la croire. Certains ont murmuré qu'il était impossible qu'un tel cristal ait été détruit, exigeant des preuves. Un autre s'est moqué en disant que c'était impossible. La dame s'est contentée de ricaner en réponse. Elle leur a rappelé que la preuve n'était pas nécessaire pour tuer quelqu'un. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait écrasé le cristal de ses propres mains, et s'ils doutaient d'elle, ils étaient les bienvenus pour tester eux-mêmes sa force de préhension. Ses paroles avaient un ton glaçant lorsqu'elle a demandé si elle était assez forte pour leur écraser les mains ou même la tête, mais elle a averti que quiconque se porterait volontaire pour une telle expérience pourrait ne pas y survivre. Pendant ce temps, dans la salle de réunion du groupe de stratégie, l'atmosphère est devenue tendue.
Le chef et son équipe examinaient des informations lorsqu'un éclaireur s'est précipité, le visage pâle, et a rapporté que Dana, la tenancière de la taverne, avait affirmé avoir personnellement détruit le cristal de niveau SSS de Subé. Le chef était stupéfait, exigeant une confirmation tandis que le reste du groupe se taisait. Ils ont pensé que Dana était un PNJ et ne mentirait jamais, ce qui signifiait que la nouvelle devait être vraie. Avec cette réalisation, le désespoir les a envahis. Ils venaient de perdre le dernier fil d'espoir auquel ils s'accrochaient. Au loin, la base de joueurs plus large a éclaté en réactions mitigées sur les forums de discussion. Au niveau 1008, quelqu'un s'est moqué de Tsubé en riant que le pays de Yarn avait produit un imbécile qui étalait son cristal partout mais ne l'avait jamais utilisé, pour finalement le faire détruire. Au niveau 1059, un autre a déclaré entre deux éclats de rire que c'était comme un canard cuit qui s'enfuyait juste au moment où il était prêt à être mangé, en utilisant le propre dicton du pays de Yarn pour enfoncer l'insulte. Au niveau 1324, le ton est devenu plus sombre. Les joueurs ont insisté sur le fait que c'était le destin, que la nation Yarn n'était pas digne de posséder un cristal de niveau SSS. Ils ont affirmé que seule la nation Fabing méritait une telle gloire et que l'honneur d'avoir un deuxième super joueur de niveau SSS leur appartiendrait à eux seuls. Au niveau 1447, les joueurs du pays Sakura ont pris confiance, déclarant hardiment que leur prochain super joueur de niveau SSS viendrait sûrement de leur nation. Ils ont placé leurs espoirs sur Yumori Gwang, le fils de leur Yumurita, insistant sur le fait qu'il était destiné à surpasser même la maîtrise de son père. Pendant ce temps, lors de la réunion du groupe de stratégie, l'atmosphère était tendue. Le chef a claqué la table et a crié de frustration, furieux qu'un cristal aussi important ait été perdu. L'un des hommes présents a souri, remarquant qu'il avait toujours dit que Subé n'était pas digne d'être dans la première équipe et que cet incident ne faisait que lui donner raison. Pei Ling Xiao, debout à proximité, l'a regardé avec colère et a rétorqué, lui demandant pourquoi il devait toujours semer le trouble. Mais l'homme n'a fait que rire moqueusement, la taquinant et suggérant qu'elle pourrait être attirée par Subé. Elle lui a dit avec colère de fermer sa bouche. Le patron est intervenu, irrité, demandant pourquoi il perdait du temps à se chamailler alors que tous les nouveaux venus de niveau SSS étaient déjà partis. Pei Ling Shu a rapidement précisé qu'il était inutile de leur crier dessus. Après tout, ce n'était pas elle qui avait écrasé le cristal. Le patron a fait signe d'ignorer le corail et a donné son prochain ordre. Il devait défendre la tour de Dieu. Et au moment où Tsubé quitterait la zone des novices, il devait le capturer immédiatement. Un autre subordonné s'est demandé pourquoi il devait même se soucier de Tsubé maintenant, arguant qu'il était irréaliste de s'attendre à ce qu'il produise un autre cristal de niveau SSS. Mais le patron a rétorqué sèchement, les traitant tous d'inutiles. Il leur a rappelé que les performances records de Subé dans la suppression des étapes prouvaient qu'il possédait des compétences rares. Avec un tel potentiel, il n'était pas impossible qu'un autre cristal de niveau SSS puisse apparaître à l'avenir. Pei Ling Shu a ri et a admis que le raisonnement du patron était bien plus aiguisé que le leur. L'un des hommes a alors demandé quelle méthode il devait employer, la torture, la coercition ou l'incitation. Le patron l'a grondé sévèrement, lui demandant s'il était un bandit ou une brute de prison. La torture, a-t-il dit, était à la fois stupide et impossible contre quelqu'un comme Tsubé. Au lieu de cela, il a ordonné l'incitation. Peu importe la somme d'argent qu'il faudrait, il devait attirer Tsubé et lui faire révéler ses véritables compétences. Ceci, a-t-il déclaré, était essentiel pour l'avenir du pays de Yen, et aucun d'entre eux n'était autorisé à échouer. De retour dans le test des dieux au premier niveau, Tsubé a fait face à une autre vague d'araignées se précipitant sur lui. Il les a abattus sans effort, obtenant des coups critiques et tuant chacun d'un seul coup. Riant d'excitation, il les a défiés comme s'ils étaient de petits démons devant son épée. Peu de temps après, une notification système a retenti, le félicitant d'avoir passé le premier niveau et l'exhortant à continuer. Tsubé a finalement poussé un profond soupir de soulagement. 10 longues heures s'étaient écoulées et la première étape était enfin terminée. Son corps se sentait épuisé, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. Il s'est rappelé que ce n'était que le début, juste le premier niveau. Devant lui s'étendaient 9 autres épreuves, et pour toutes les franchir, il devrait tuer 1 million de monstres et se frayer un chemin jusqu'au rang SSS. Alors qu'il entrait dans la zone suivante, l'environnement a radicalement changé. Le feu flamboyant et le sol en fusion de la première étape ont disparu, remplacés par un vaste espace ouvert rempli de roches déchiquetées, dont certaines flottaient même de manière anormale dans les airs. Tsubé a jeté un coup d'œil au compteur et a calculé. Il y avait 11 034 ennemis qui attendaient ici. Ce n'était qu'une fraction du total, mais la route à suivre semblait déjà sans fin. Une notification système est apparue, l'informant qu'il était entré dans le deuxième niveau. Son statut avait été actualisé, mais une grande vague de démons piqueurs approchait. Le compte à rebours a commencé à 59, diminuant de seconde en seconde. Tsubé a stabilisé sa respiration et a commencé à faire circuler sa magie pour récupérer ses forces. La période des novices touchait à sa fin, et il n'avait pas de temps à perdre. Le bourdonnement a atteint ses oreilles avant que les sèmes n'apparaissent. Des abeilles, des milliers d'entre elles, ont filé vers lui, leurs ailes coupant l'air comme des lames. Il a immédiatement réalisé le danger.
Leurs aiguillons venimeux pourraient drainer sa vie à chaque coup. Le bruit de leurs ailes remplissait tout l'espace, un nuage de bruit suffocant. Au lieu de paniquer, Subé marmonna que c'était un problème, mais d'une certaine manière, parfait. Il échangea son arme contre le fouet de fer aux épines. Ce n'était rien de spécial, seulement de niveau novice, mais son large balayage le rendait plus pratique ici qu'une simple lame. Le fait que l'équipement puisse être changé librement à l'intérieur du test lui donnait un avantage. L'ESM se referma. Subé frappa une fois, reculant en même temps. Le fouet déchira l'air, libérant une vague de force. 20 démons tombèrent instantanément avec un seul coup critique. Un petit sourire traversa son visage exactement comme il l'avait prédit. Le fouet était parfait pour ce genre de combat. Les démons abeilles avaient peut-être de la vitesse et un poison mortel, mais leur défense était pitoyable et leur santé faible. Sans s'arrêter, il enchaîna avec l'extinction de l'épée, abattant 20 autres en un seul balayage. Une autre frappe en fit tomber 30 de plus, puis encore 40 en un seul coup. Les notifications clignotaient sans arrêt alors que son nombre de victimes augmentait, et Subé avança avec un élan croissant, se frayant un chemin dans les sèmes. 12 heures plus tard, Subé se battait encore. Ses mouvements étaient devenus presque mécaniques, les coups critiques s'enchaînant les uns après les autres. Les sèmes de démons piquants avaient semblé infinis, mais à chaque coup de fouet et à chaque frappe, les nombres diminuaient. Sa dernière victime était de 19 en un seul coup, portant son total de points à un chiffre étonnant de 2 552 100. Finalement, la dernière des abeilles heurta le sol, leur corps sans vie recouvrant le champ de bataille. Subé se tenait debout au milieu du silence, la poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet de l'épuisement. Il marmonna qu'il avait enfin fini. Il les avait tous tués. Reprenant une autre arme, il recommença à avancer. Le deuxième niveau, pensa-t-il, n'avait pas été si terrible après tout, bien que près de 250 000 démons abeilles Y attendaient. Une notification du système l'exhorta à récupérer avant de continuer, lui rappelant que d'autres épreuves l'attendaient. Il obéit, stabilisant sa respiration et reprenant des forces. Peu de temps après, une autre notification apparut. Vous avez atteint le 3e niveau. Tous les statuts sont actualisés. Une grande vague de lutins de sorcellerie approche. Les joueurs se préparent à riposter. Le compte à rebours recommença une fois de plus. 59, 58, 57. Sans hésitation, Subé changea à nouveau d'arme. Les lutins de sorcellerie étaient spécialisés dans les incantations à longue portée, il choisit donc un arc court, la contre-mesure la plus efficace. Avec lui, il pouvait tirer des flèches rapidement avant que les lutins ne puissent terminer leur sort. Alors que les créatures ressemblant à des gobelins apparurent, elles fixèrent Subé, levant les mains pour chanter à l'unisson. Une énergie magique noire s'accumula au bout de leurs doigts, prête à l'abattre. Mais Subé était déjà en train de tendre la corde de son arc. Il décocha flèche après flèche dans un rythme harmonieux, et le champ de bataille s'illumina des cris des lutins blessés. Leur incantation faiblit. Les sorts s'éteignirent à mi-chemin, la concentration brisée par ces attaques incessantes. Ils connaissaient bien leurs faiblesses. Les longs temps d'incantation les rendaient vulnérables à quiconque avait des réflexes plus rapides, et la vitesse était sa plus grande force. Avec une confiance aiguë, il se dit qu'en matière de vitesse, il n'avait jamais craint personne. Des flèches critiques transpercèrent leur défense. 5 tombèrent instantanément l'un après l'autre. Il ajusta sa visée et tira à nouveau, ciblant ceux qui avaient réussi à terminer l'incantation. Des éclairs de magie noire filèrent vers lui en retour. Son agilité le sauva, esquivant au dernier moment possible, mais il réalisa avec tristesse que même un seul coup pourrait s'avérer fatal. Il devait être encore plus rapide. Pendant ce temps, loin dans la tour de Dieu, le 10e étage trembla d'excitation. Une annonce résonna dans le ciel. Félicitations à la joueuse Limmanxion pour avoir franchi la plateforme de cauchemar au 10e étage de la tour de Dieu. Temps, 40h23 15 secondes. La femme elle-même se tenait debout avec une expression calme et déterminée. Bien qu'elle ait assuré sa place, ses yeux se rétrécirent en pensant à voix haute. La 2e place ne suffisait pas. Quelque part, il y avait celui qui avait pris la 1re place, Subé. Si le destin le permettait, elle avait l'intention de le rencontrer. Ensuite, nous jetons un coup d'œil à une fenêtre de notification concernant le 6e jour du test novice dans la ville. Selon les dernières statistiques, plus de 4 500 000 joueurs se sont qualifiés cette année. À la fin de la période novice, le nombre de joueurs qui auront terminé le jeu devrait être à peu près le même que les années précédentes. La liste des nouvelles classes professionnelles de cette année a également été publiée. Il y a 110 nouveaux venus de rang S et 21 joueurs de rang SS. Parmi les nouveaux venus de Yen Nation, 8 sont passés au rang S ou supérieur, 6 au rang S et seulement 2 au rang SS. Cette nouvelle se répand rapidement dans toute la ville, et tout le monde commence à en parler. Dehors, des groupes de personnes se rassemblent et discutent des classements. Un homme soupire et dit que cette année est la même que les 2 années précédentes. Yen Country est fort dans la première moitié, mais faible dans la seconde moitié. Pourtant, il admet que c'est mieux que l'année dernière où il n'y avait qu'un seul joueur de rang S. Un autre homme commente que cette année, ils ont au moins Ayo Zankai, un artilleur, et Welan, un épéiste à 2 mains, qui appartiennent tous deux à des professions à forte puissance de dégâts.
Une troisième personne mentionne que le berserker de Lin Minchuan se concentre également sur la production de dégâts violents et que Lin Yuchang elle-même est une mage érudite de rang S. Ensuite, quelqu'un se demande à voix haute où est Su. Plus tard, dans un pub, un homme demande à Lin Yuchang pourquoi elle a refusé les invitations de Lin Manxian et Zhao Zhangke. Il insiste en lui disant qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à une si bonne opportunité juste pour Su et que si elle avait accepté, la famille Dongsheng Lin aurait pu atteindre un niveau supérieur. Mais Lin Yuchang, sirotant calmement sa boisson, demande plutôt s'il a terminé les tâches de dernière minute qu'elle lui a confiées. Elle lui rappelle qu'aujourd'hui est le dernier jour. L'homme répond qu'il est prêt, mais essaie toujours de continuer à parler. Avant qu'il ne puisse le faire, cependant, Lady Yuchang l'interrompt. Elle lui dit qu'elle a ses propres plans et que même si elle expliquait, il ne comprendrait pas. Finalement, une autre fenêtre de notification du système apparaît. Elle parcourt quelques menus, faisant apparaître sa liste d'amis, qui affiche Subé, état anormal, Tsukui en ligne et Shungfei en ligne. Après avoir regardé la notification, elle sourit et remarque que cela fait déjà 6 jours. Depuis que l'état anormal a été signalé, la nouvelle de la destruction du cristal s'est répandue partout. À cause de cela, elle suppose que Tsubé doit toujours être dans la zone novice. Elle avoue qu'elle ne sait pas quel genre de surprise il apportera au monde une fois qu'il sortira, mais elle est certaine qu'il apportera quelque chose d'inattendu. Sa curiosité est profonde car jusqu'à présent, tout ce qu'elle a vu faire à Subé a été étonnant, toujours imprévisible, toujours au-delà des attentes. Les gens peuvent essayer de deviner ce qu'il pourrait faire ensuite, mais il ne suit jamais ses suppositions. Au moins, elle et son groupe font partie des chanceux qui peuvent clairement voir ses progrès, contrairement aux autres qui ne peuvent que spéculer sans avoir une idée réelle de ce qu'il accomplit. La scène se déplace ensuite au 7e niveau du test des dieux. C'est une zone montagneuse enveloppée de nuages dérivants, bien qu'il soit difficile de dire si elle se trouve dans le ciel ou profondément sous un abîme semblable à un océan. Là, une horde de monstres au corps de pierre avec des globes oculaires massifs sont enfermés dans une bataille. Ils sont bombardés par d'innombrables flèches magiques bleues, chaque flèche explosant à l'impact et dispersant des éclats de pierre. L'attaquant se révèle être Su lui-même. Il déclenche un barrage de flèches de glace, chacune frappant avec une précision dévastatrice. Chaque coup atterrit comme un coup critique, laissant tomber les monstres instantanément. Cela devient une chaîne de combos en un seul coup. Et comme auparavant, l'assaut implacable de Tsubé fait des merveilles, éliminant vague après vague d'ennemis et assurant son chemin vers l'avant. Tsubé se moque de la défense du monstre, remarquant qu'une défense élevée ne signifie rien face à des attaques de gel. Plus la cible est dure, plus elle devient fragile une fois gelée. Contre d'autres adversaires, les créatures de pierre auraient pu être imparables, mais contre lui, elles ne sont rien. Il se prépare ensuite à grimper plus haut, pensant à la façon dont c'est déjà le 6e jour. Avec 3 niveaux encore à faire, il sait qu'il doit accélérer le processus. Une notification apparaît soudainement. Niveau 8 atteint. Tous les statuts sont actualisés. Menace imminente, insecte sacré blindé venimeux. Préparez-vous au combat. Le compte à rebours commence 59, 58, 57. Alors que le chronomètre défile, Tsubé voit les sèmes d'insectes venimeux se déplacer pour l'encercler, mais il rit de leur tentative, déclarant que s'ils pensent pouvoir l'enfermer, ils ne font que rêver. Avec un seul coup massif, il inflige des coups critiques qui en tuent instantanément 29. 6 heures plus tard, un autre monstre rugit de fureur contre lui. Tsubé, brandissant une épée de feu, se moque de lui pour être bien trop lent. Avec un coup de balayage, il réalise une autre série de coups critiques. 14 ennemis tombent d'un seul coup, suivis de 10 autres au prochain. Une notification du système retentit alors. Digne. Le score du test de Dieu a atteint 1 million de points. Il reste 24 heures avant la fin du test novice. Nouveaux joueurs, veuillez faire attention à l'heure. Excité, Tsubé saute en l'air, ravi d'avoir atteint le jalon. Il sait qu'il y a encore le boss de niveau final qui l'attend, et le vaincre lui accordera la récompense de brave convoité. Après avoir éliminé un autre monstre, il avance jusqu'à arriver à un orbe brillant, pulsant d'une lumière rouge et crépitant d'énergie électrique. Déterminé, Su se prépare et touche l'orbe, prêt à invoquer le boss final. Une marque massive se répand sur le sol au moment où il entre en contact, et avec un boom retentissant, le démon Lotus rouge apparaît. Ses détails clignotent devant ses yeux. Type démon roi démon niveau 10. Attaque magique 5000. Défense 2000. PV 1 million. Compétence feu infernal. La bataille pour la phase finale a commencé. Tsubé debout sur le sol est encore plus excité et dit que c'est exactement l'adversaire qu'il voulait. Le monstre lève son arme et crie qu'il détruira tous les humains. Avec un mouvement flashy et dévastateur, il essaie d'abattre Tsubé. Tsubé esquive immédiatement et admet à lui-même que le démon est encore extrêmement difficile à gérer. Il pense que c'est vraiment un vrai boss de niveau démon. Avec une valeur de défense de 2000, il se dit qu'il est impossible de lui infliger des dégâts réels pour le moment. Le monstre tient son énorme épée brillante comme le soleil et scrute le champ de bataille pour localiser Tsubé. Tsubé se rappelle qu'il devra continuer à se battre intelligemment et décide qu'il doit attendre la bonne occasion pour porter le coup de grâce. Après avoir préparé sa stratégie, il saute en l'air. Le monstre remarque immédiatement le mouvement.
À ce moment-là, Tsubé est englouti dans une énergie bleue. Il dit que cette bataille ressemble à un jeu du chat et de la souris auquel il a joué des dizaines de fois dans sa vie précédente, mais maintenant c'est bien plus excitant. Il ajoute que cette fois, il a un crochet sur lequel s'appuyer. Tout en volant sur un bloc de roche, Tsubé fixe ses yeux sur le démon, prêt à mettre sa stratégie en action. Tsubé est soudainement surpris lorsqu'un groupe de squelettes apparaît juste à côté de lui. Chacun est contrôlé par de minces fils d'énergie, il se dit qu'il veut que le monstre goûte à son propre magma. Il atterrit sur le sol pendant que le monstre crie qu'il va le couper en morceaux et venger les braves guerriers que Tsubé avait vaincus auparavant. Tsubé répond vivement. Sharply. Un poignard se formant à partir d'une énergie bleue brillante dans sa main brille alors qu'il se précipite vers l'avant. Il crie au monstre de mourir et frappe fort, infligeant un coup qui enlève un de ses membres. Le monstre est choqué par l'attaque soudaine, mais Tsubé annonce que c'est la fin pour lui. Il charge à nouveau, cette fois tirant son arc, et commence à tirer des flèches à bout portant. Le monstre est pris complètement au dépourvu, incapable de réagir, forcé de rester impuissant alors que flèche après flèche perce son corps. Pendant que le monstre chancelle à cause des coups, une autre vague d'énergie bleue court de rocher en rocher, et le démon est frappé une fois de plus par une flèche. Tsubé rit bruyamment, disant que tant qu'il peut percer sa défense, il peut tuer même les dieux. Avec cette confiance, il prépare encore une autre flèche sur son arc brillant. Avant qu'il ne puisse porter le coup final, le monstre lâche un cri furieux. Il maudit les humains, criant qu'il ne peut pas croire que des êtres aussi fragiles soient ceux qui le vaincraient. Pire encore, il réalise l'humiliation d'être abattu non pas par une armée, mais par un seul humain, Tsubé seul. Pour le démon Lotus Rouge, c'est la plus grande honte qu'il puisse jamais affronter. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune action de notre héroïque Tsubé.